Bonjour à tous. Dans quelques minutes, le webinaire va démarrer. On attend encore quelques participants. Bonjour Arnaud. Bonjour Benoît. Bonjour Aurore. Bonjour les garçons. Très bien. Donc, nous sommes fin prêts pour l'adaptation cruciale aux besoins sanitaires. Voilà, on est 90 inscrits aujourd'hui. Donc, on va les laisser venir peu à peu. Voilà. Donc là, n'hésitez pas, vous avez en fait la possibilité de nous adresser des questions, hein. Vous avez en fait un point d'interrogation. Benoît, peut-être juste au niveau fonctionnement, peut-être vous avez un point, un symbole, point d'interrogation, et notamment vous pouvez nous poser des questions. Et là, merci Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour à Catherine aussi. Voilà. Bienvenue. N'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions. Alors, ne cherchez pas, surtout pas, à essayer d'activer votre webcam, d'accord, et vos micros. Nous les avons désactivés volontairement, hein, voilà, pour éviter une cacophonie. Donc, c'est tout à fait normal, d'accord. Donc, voilà. Et si jamais vous avez des difficultés en termes de son ou en termes de visionnage, donc de Benoît, d'Aurore et de moi-même, Arnaud, n'hésitez pas à sortir et à de nouveau redémarrer le webinaire. Voilà, on monte. Alors, 41. On va attendre encore une minute ou deux, hein, si ça vous dérange pas. Bienvenue à Solange aussi. Voilà. N'hésitez pas hein, à poser des petites questions. On va être aux manettes. Oui, bonjour Nicolas, le chevalier. Alors, sujet quand même complexe qui évolue beaucoup quand même en ce moment, hein, le sanitaire. Je pense qu'on va avoir un bon débat. En pleine crise, en sortie de crise, hein, une place prépondérante, mais qui se discute beaucoup en ce moment encore. Ouais, généralement, ce type de sujet, Benoît et Aurore, hein, on a beaucoup de questions, il y a des interrogations. En tout cas, faut pas hésiter hein, à nous les poser. Les débats vont être intéressants. Moi, ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être avant qu'Aurore puisse introduire, qu'on se présente un petit peu, ça permettra de gagner un peu de temps. Alors, suis-je poli, suis-je impoli? Alors, tu as Ursula qui dit, mais pourquoi on ne commence jamais à l'heure? Eh ben, grâce à Ursula, on va donc démarrer à l'heure. Allez, Benoît, 3 minutes, c'est parce qu'on est dans le sud et qu'il y a toujours quelques minutes. D'habitude, on laisse un quart d'heure. Là, on en laisse 3. Donc, c'est histoire que les gens qui se connectent, que des fois un petit décalage sur la connexion, tout ça, ben, les faire venir tout simplement, leur laisser le temps de finir leur café et de nous rejoindre, enfin, tout simplement. Voilà. Donc, Arnaud, allez, on va commencer par toi. Vas-y, présente-toi. C'est parfait, très bien. Merci Benoît. Donc, bienvenue, je suis Arnaud Maes, donc je suis cofondateur donc de la marque ID Réseau. Également donc fondateur du cabinet web de conseil. Donc moi, j'ai quasiment plus d'une bonne vingtaine d'années dans le milieu du tourisme. Ma particularité, mes spécificités, c'est tout ce qui est la visibilité sur le web, c'est tout ce qui est le content marketing, toute la partie réseaux sociaux, stratégie digitale. Voilà. Et parallèlement à ça, je suis professeur des universités associées à Montpellier Management, l'université de Montpellier, où je dirige un Master 1, Master 2 en marketing, sport, loisirs et tourisme. Voilà. À toi, Benoît, je te renvoie la balle. Alors, en ce qui me concerne, Benoît Nudragne, moi, je suis le fondateur du cabinet BDC, Benoît Nudragne Consulting. Je suis aussi un cofondateur de la marque ID Réseau. Voilà, moi, je travaille vraiment sur tout ce qui est stratégie digitale, pas mal avec les destinations touristiques, parce que nous travaillons actuellement la destination Héros Tourisme, hein, ensemble sur le nouveau site web. Voilà, j'ai organisé pendant pas mal d'années le salon Voyage en multimédia à Saint-Raphaël. On organise aussi le campus de l'innovation touristique avec la région, aussi
destination campagne dans le Tarn. Et puis, je suis un ancien directeur d'office du tourisme, voilà, qui était dans le Var, la Provence verte. Voilà, voilà. Après, on pourra en dire beaucoup d'autres, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, je vous propose de laisser la parole à Aurore, qui va nous dire quelques mots. Et puis après, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je suis Aurore. Je travaille au sein de la CCI du Gard. Plus précisément, je m'occupe du service tourisme, tout ce qui est qualité, hygiène, développement touristique. Nous avons le plaisir, avec nos 4 partenaires, qui est la CCI de l'Hérault, la DRT du Gard et la DRT de l'Hérault, à vous proposer ce nouveau dispositif à vos côtés, où nous sommes associés avec Idées et Réseau pour vous accompagner dans un parcours de webinaire. Donc, il y en a plusieurs, il y en a déjà eu et il y en a d'autres qui vont venir et j'espère que vous continuerez à vous inscrire. Donc aujourd'hui, on va aborder une thématique, c'est comment s'adapter aux besoins sanitaires. Aujourd'hui, ça devient un sujet assez crucial et je pense que Benoît et Arnaud vont pouvoir répondre à toutes vos questions suite à ce webinaire. Donc je leur laisse la parole. Merci beaucoup, Aurore. Merci, Aurore. Voilà. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les enjeux. Peut-être, Benoît, on va, pour les personnes qui viennent de rentrer, ça vaut peut-être le coup de refaire un petit point. Juste, n'essayez pas d'activer vos webcams, n'essayez pas d'activer votre son, d'accord? On a neutralisé volontairement en fait cette fonctionnalité. Vous avez juste la possibilité de nous poser des questions. Vous avez un petit point d'interrogation. Et donc là, on va vous répondre soit en mode personnel, soit on va répondre de façon collective. N'hésitez pas aussi à donner vos bonnes pratiques, des exemples, d'accord, pour qu'on puisse bénéficier des meilleures pratiques par rapport à l'ensemble de la communauté, des auditeurs qui nous écoutent ici. Voilà. Alors, Benoît, bah écoute, je vais démarrer si tu veux, d'accord, sur la partie pour introduire. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est l'adaptation cruciale aux besoins de sécurité sanitaire. Alors, par rapport à ça, voici les 2 grandes questions que l'on sait, qu'on a fait en sorte de se poser pour construire ce webinaire. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est l'enjeu de la mise en place concrète. En répondant en fait à 2 questions. Que mettre en place et comment le mettre en place? Et surtout, faut-il communiquer et en faire des atouts, voire un avantage concurrentiel? Dans la partie communiquer, on abordera ça de façon très légère, vu qu'a priori, il y a un webinaire qui sera consacré justement à la partie communication. Autre slide, ici. Voilà, ici. Alors, ici, par rapport à ça, quelle est la notion, en fait, pourquoi parle-t-on de besoins sanitaires? Voilà. Alors, le premier point, c'est déjà, on va le voir, les dimensions à prendre en compte, elles sont importantes. Vous avez à la fois votre responsabilité en tant que prestataire et employeur, surtout par rapport aux risques sur le plan sanitaire. Ensuite, et Benoît nous le détaillera largement, c'est aussi les obligations en termes de contraintes juridiques associées. D'accord? Donc ça, c'est un point vraiment important sur lequel on va particulièrement s'axer. Ensuite, il y a également des contraintes d'éthique et commerciales. On va le voir aussi bien au niveau de vos clients que de vos salariés. Et bien sûr, on regardera qu'il y a un impact aussi sur la communication à la fois de votre clientèle, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, au niveau de la communication interne, au niveau de vos salariés. Ici. Alors, le plan qu'on vous propose, très rapidement, parce qu'on a dû mettre des... Voilà. Hein. Premier point, on va voir bien comprendre le contexte avant d'agir, donc que Benoît va nous détailler. On regardera ensuite, quand on a bien compris le contexte, comment le combattre. Ensuite, quand on a compris comment le combattre, eh ben, je commence par quoi? Donc là, ça va être un élément qui va être important et qui va introduire la notion de parcours client, surtout sur les protocoles sanitaires. Donc ça, c'est Benoît aussi qui le fera. Et on terminera sur comment communiquer. Benoît, je te laisse la parole. Voilà, ben, si on parle Covid et donc des confinements et tout ça, il faut bien comprendre au départ comment fonctionne cette pandémie. Donc, ce qui est important de comprendre et ce qui régit toute la politique qu'on voit en ce moment et qui nous impacte sur l'aspect totalement économique,
C'est le R0. Le R0, c'est le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire sa capacité à se reproduire et donc à infecter d'autres personnes. À la base, avant les mesures de confinement, on l'estimait, je dis bien on l'estimait parce qu'en fait, on avait du mal à vraiment le savoir étant donné que les mesures étaient différentes à droite à gauche. On l'estimait à peu près à une personne qui contaminait 3 autres personnes quand elle était atteinte. Alors, ça a un impact extrêmement important parce que l'enjeu de notre gouvernement et de ses responsables, c'est de faire en sorte que la valeur R0 soit inférieure à 1. C'est-à-dire une personne qui est contaminée infecte moins d'une autre personne, en statistique bien sûr. Et ça, cette valeur infra-épidémique, en fait, ça veut dire que si on a un taux qui est, lui, supérieur à 1, ben, ça continue. Et si, enfin, ça, non, il y a une erreur là, contenue. Ouais, elle est contenue, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, je ne comprenais plus trop, j'avais mal lu. Donc, si on est inférieur à 1, en fait, on contient l'épidémie. C'est ce qui se passe actuellement, en fait, avec toutes les mesures de confinement qui ont été mises en œuvre. Par contre, si ça repasse au-dessus de 1, ça veut dire qu'on va avoir une démarche de relance de l'épidémie avec un risque de saturation des hôpitaux. Et c'est ce qui nous a vraiment fait extrêmement peur au départ et qui a généré toutes les mesures qui ont été prises. Donc vraiment l'objectif, contenir le R0 au-dessous de la valeur 1 et en fait avec des mesures qui permettent soit d'accélérer, soit justement de mettre un frein directement à ça. Et ça, ces mesures, c'est quoi? C'est le geste barrière et globalement la distanciation sociale qui permet d'éviter. Et on a vu quand même le résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, on est sur une baisse, là, si on prend il y avait 250 000 pratiquement tests la semaine dernière et il y a eu 3500 qui ont été positifs. Ça veut dire que là, on a vraiment bien contenu, au-delà des espérances, l'épidémie. Alors, en termes de durée moyenne de l'incubation, ceux qui sont non symptomatiques aussi, on est entre 2 et 6 jours en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 12 jours. C'est là qu'on comprend mieux pourquoi, à un moment donné, on a demandé pendant longtemps des gens que s'il y avait un doute, en fait, qu'ils restent en quarantaine ou en quatorzaine, comme on pouvait le dire, tout simplement parce que tant que la durée de l'incubation, ça veut dire qu'ils sont contagieux à ce niveau-là, et même si les choses n'ont pas été déclarées. Et puis, dès que les symptômes arrivent, ben là, en fait, ils deviennent aussi contagieux, ça c'est certain, mais quelques jours avant aussi. Donc là, c'est ça qui pose tout le problème, c'est qu'il y a des gens asymptomatiques qui vont déclencher et qui sont contagieux. Enfin, il y a deux parties très importantes qui régissent en fait toutes les mesures sanitaires qu'on prend en charge. C'est comment survit et comment se transmet le virus via les surfaces où il se dépose et où il arrive à survivre. Alors justement, on va voir, c'est pas si évident que ça. Et puis via les gouttelettes des personnes infectées. C'est pour ça qu'on porte un masque, justement. Enfin, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est de toute manière, c'est par là que ça passe en priorité. Voilà. Alors par rapport à ça, on a eu vraiment un temps de confinement total avec la possibilité justement de limiter la mortalité, d'éviter que les hôpitaux soient saturés, faire en sorte qu'il y ait aussi une éthique vis-à-vis des patients qui ont été mis en difficulté parce que comme on a saturé, en fait, ça a été très difficile à certains moments dans certains services de réanimation, justement, sur des choix à faire et tout ça. Mais en face, ça a été extrêmement compliqué avec une crise économique, une crise sociale, niveau de dépression qui peut être importante. Il y a pas mal, 30% de la population quand même qui a été touchée, alors je n'ai pas dit dépressive, mais qui a été touchée quand même au niveau psychologique, des tensions, ainsi de suite. En face, la logique du déconfinement, avec une reprise économique, une survie des entreprises, une santé mentale, mais avec le risque d'un deuxième pic épidémique, une saturation qui reviendrait, une mortalité forte, des problèmes d'éthique, ainsi de suite. Donc en fait, le pouvoir, entre guillemets, de ceux qui prennent les décisions aujourd'hui sur le confinement, c'est vraiment de jouer entre les deux, et c'est ce que fait le gouvernement toutes les 3 semaines, globalement, où il se pose cette question-là. Alors, il y a d'autres paramètres quand même qui rentrent en compte. C'est comment réagit le virus par rapport à la saisonnalité. Là, on se pose quand même sacrément la question en ce moment parce qu'on voit que ça baisse très fortement. Est-ce que c'est une question juste des saisonnalités ou est-ce que c'est une question justement des gestes barrières qui ont été faits? On ne sait pas trop.
juste pour votre information quand même, par un ami qui travaille aux urgences justement du CHU, il y a 3-4 jours, il me disait que il n'y avait plus de cas de coronavirus qui étaient rentrés à l'hôpital depuis le 12 mai. Voilà, donc c'était quand même un point très important à comprendre. Maintenant, la saisonnalité, est-ce que c'est juste il disparaît, c'est au-delà de la saisonnalité, ou est-ce qu'il va reprendre véritablement en automne, comme le font la grippe et d'autres maladies? Ça, on ne le sait pas trop. On va attendre la rentrée pour ça, mais si ça nous permettrait de passer un été dans de bonnes conditions, ce serait quand même pas mal. Alors après, il y a un autre critère aussi, un autre paramètre très important quand même, c'est les traitements thérapeutiques qui sont plus ou moins efficaces. Alors, vous avez tous entendu parler de la chloroquine, avec tout le débat qu'il y a dessus. Il y en a plein d'autres. Hein. On ne va pas tous les passer totalement en revue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que globalement, ils n'ont pas un effet énorme sur la maladie. Ils aident à soigner, mais en tout cas, on n'a pas le remède miracle aujourd'hui. Ce qui est dommage, parce que sinon, ça aurait pu impacter vraiment le rapport à la gestion de la pandémie. Voilà, donc on ne sait pas. Ce qu'il faut attendre, en fait, c'est le vaccin, mais on est encore dans du 12 à 18 mois pour le mettre en œuvre, avec encore en plus une partie de la population qui est anti-vaccin, donc qui risque aussi peut-être de poser certains soucis, mais peut-être qu'il aura disparu tout simplement, comme c'est arrivé à d'autres virus, tout seul, on ne sait pas trop pourquoi, ils sont moins présents et moins infectants. Voilà. Donc globalement, on se retrouve à ce niveau-là. Arnaud, tu veux reprendre un petit peu sur les symptômes? Oui, hop, ici, excusez-moi, je me remets. J'étais en train de d'écrire à Antoine sur, voilà, il me posait la question, est-ce que les mesures sanitaires que le Conseil général nous a fait passer sont des mesures conseillées ou obligatoires? Alors, on va répondre, Antoine, dans quelques minutes. Juste par rapport à ça, donc les quelques symptômes du STRAS. Donc globalement, c'est vrai que on voit le schéma qui est à gauche. Hein. Donc principalement, c'est ce qu'on appelle en fait des thromboses. Des thromboses, ça veut dire qu'en fait le virus attaque des petits vaisseaux. On ne rentre pas trop dans le détail. Nous ne sommes pas des docteurs, mais en tout cas voilà. Donc vous avez en fait des douleurs au niveau maux de tête, de la toux, une lourde fatigue, donc des problèmes au niveau d'une gêne respiratoire importante et des courbatures. Voilà. Donc en gros là, vous voyez à droite, voilà, les palpitations, le fait que l'association que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement, la fréquence cardiaque au repos qui varie de façon anormale, d'accord. La perte brutale aussi de goût, d'accord, de l'odorat, des fatigues anormales. Alors bien sûr, on aurait pu vous lister hein, tous les symptômes, mais globalement, voilà les symptômes principaux qui vous laissent à penser effectivement qu'il faut consulter rapidement un médecin aussi. Ouais, c'est important quand même de bien les connaître hein, parce que ça a un impact directement auprès des salariés et des clients qui sont collaborés chez vous avec ce type de symptômes. Voilà. Alors c'est vrai que là c'est quand même difficile. Enfin, on a rarement vu en fait des maladies avec autant de difficultés, enfin de variabilité en termes de symptômes et avec souvent un corps médical qui se cherche un petit peu régulièrement sur un coup les enfants sont très contagieux, puis après ils le deviennent moins, puis après il y a Kawasaki qui arrive. En fait, il y a une certaine confusion globalement d'une information au départ qui a été un peu compliquée à assimiler par la population, mais aussi, hein, enfin moi je l'ai en interne chez moi directement, par le corps médical. Voilà. Alors globalement, si on regarde en fait les phases de confinement, on en est à peu près là, c'est-à-dire qu'en fait on avait une grosse phase de confinement. Après on était sur un déconfinement progressif. Hein, les gens pensaient au départ que hop, ça allait s'arrêter d'un coup. Ben non, c'est très progressif et ça va continuer de l'être, je pense. Les 100 km, après les zones vertes qui ont évolué et tout ça. Alors aujourd'hui, la France, sauf un peu l'Île-de-France qui est touchée en orange, on va avoir le 22 juin de nouvelles informations et le gouvernement a annoncé quand même aussi qu'il y aurait une troisième phase de déconfinement dans l'été. Donc ça veut dire que là-dedans, on en saura un peu plus en fonction justement du R0, en fonction de l'évolution de la maladie, avec des contraintes, des états d'âme et des besoins, des attentes spécifiques entre donc la vie sociétale, la vie économique et puis l'approche sanitaire qui pose pas mal de soucis. Ce que je voudrais dire quand même aussi par rapport à ça, on a eu pas mal, on a le président du conseil scientifique qui a pris la parole ce week-end dans le JDD et on sent quand même que
les espoirs sont quand même à un niveau supérieur que ce qu'ils avaient au départ. Il y a quand même une baisse de nombre de cas, ce que je disais tout à l'heure, et le conseil scientifique, lui, préconise de toute manière qu'il n'y ait plus de confinement comme on a vécu les fois d'avant. C'est-à-dire que même s'il y avait un retour d'une deuxième pique, lui, il pense qu'il ne faut pas qu'on refasse un confinement, donc c'est quand même assez intéressant. On serait plutôt sur un traitement en fait de détection et de mise en quarantaine, comme l'ont fait en fait la Corée, d'autres pays d'Asie, d'avoir plus en fait un traitement dynamique du pic plutôt que de faire un gros confinement en remettant tout le monde chez soi et qui aurait des contraintes en fait sur la société qui seraient sûrement encore beaucoup plus impactantes que ce qu'on a vécu là ces 2 ou 3 derniers mois. Voilà. Alors, je profite là, on a donc Gilles Delerue qui est donc responsable de tout ce qui est l'activité de pleine nature au sein du département, qui propose donc de donner les dernières informations sur les mesures, les protocoles APN, et notamment sur les structures qui ont réouvert. Donc oui, Gilles, bien évidemment, si tu as des informations, n'hésite pas en tout cas à nous les donner, à les transmettre. On pourra les mettre à disposition en tout cas de nos auditeurs. Un grand merci à toi. Très bien. Alors donc, on va voir par rapport à ce que vous avez fait comme introduction, Benoît. On va donc essayer de répondre à comment le combattre. Alors, le premier point déjà, ce qu'il faut voir, c'est que il y a trois éléments importants. On va voir. Vous avez donc des mesures d'hygiène, vous avez des gestes barrières et donc le respect des distanciations sociales. On va donc commencer par les mesures d'hygiène. L'objectif, c'est quoi? Ces mesures d'hygiène, c'est principalement d'isoler, voire bien sûr de tuer le virus. Alors, le premier point, si tu veux bien, Benoît, on va parler de virus dans l'air. Vous avez compris que ce virus, il est très volatile, il est quand même très petit, et donc c'est vrai qu'il a tendance à se trouver, à se mettre sur ce qu'on appelle des microparticules. Donc vous comprenez bien que qu'est-ce qui va être compliqué? C'est que quand une personne tousse, d'accord, il va automatiquement, effectivement, mettre des microparticules, d'accord, par rapport à des micro-gouttelettes, et ça va être vecteur, en tout cas, par rapport donc à une possible contamination. Quand on parle, hein, il y a des études qui ont bien mis en évidence que plus une personne parle fort, et plus effectivement on a des risques de contagion qui vont être importants. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que ce qui est important, c'est que ces micro-particules sèchent dans l'air. Donc ça peut être intéressant. Et on va le voir aussi dans la démonstration, c'est qu'en fonction de l'humidité, et effectivement, on verra par rapport à la vapeur, nettoyage à vapeur, c'est pas trop préconisé, d'accord? On estime également que le fait que le virus soit dans l'air, le temps estimé est compris entre 2 et 3 heures. Bon, c'est pas un couteau au couteau, mais en tout cas, voilà. Bref, vous avez compris, hein, la photo qui est complètement sur votre droite, le principe, c'est bien sûr majeur, c'est d'aérer le plus possible toutes les pièces, d'accord? Et on va voir que notamment, le fait de mettre en place des protocoles, on va le voir sur la gestion de gaz, etc., et effectivement, ça veut dire que quand on doit nettoyer une chambre, on doit faire en sorte de pouvoir ouvrir les fenêtres, en tout cas, quasiment une bonne demi-heure avant. Ensuite, beaucoup de questions nous ont été posées sur la ventilation. Alors, la ventilation d'espace, c'est toujours pareil. Il est préférable de privilégier la ventilation en ouvrant les fenêtres. D'accord? Donc, comme je vous disais, anticiper une demi-heure avant, d'accord, l'ouverture de fenêtres par rapport à toute prestation, ménage, changement de linge, etc. Et faites en sorte de laisser en tout cas les portes ouvertes, tout en ayant bien sûr les fenêtres ouvertes. Voilà. Quand on parle de climatisation, on parle aussi, vous comprenez qu'une climatisation, c'est le fait de pouvoir renouveler de l'air, d'accord, dans la pièce. Donc le problème, c'est quoi? C'est que si on met en place une climatisation, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'air va être réinjecté dans l'air ambiant à l'intérieur et il risque de se propager encore plus, d'accord? Donc c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Assainir l'air et éviter le renouvellement interne de l'air, d'accord? Pour les VMC et les climatiseurs, on vous conseille trop de nettoyer les filtres régulièrement. Et il y a même des cas où, je pense, c'était donc au Canada, c'est le Casino de Montréal, qui en fait a utilisé ce qu'on appelle des ventilations négatives ou positives augmentées.
Ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de dépression qui est faite au sein des pièces. Et donc derrière, en fait, ça permet d'avoir un renouvellement beaucoup plus facilité au niveau du fait que cet air repart de l'extérieur. Juste Donc, une précision, ouais, Arnaud, sur les filtres, parce que là, on pourrait penser à certains moments que les filtres actuels sur les climatiseurs, les ventilations, tout ça, retiennent le virus. C'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le virus est beaucoup trop petit et il faut soit des filtres spécifiques, vraiment, donc adaptés à ces types de particules. Mais actuellement, ce que vous avez la plupart du temps chez vous, ça ne filtre absolument pas le virus. C'est pour ça qu'en fait, on demande vraiment que la climatisation, attention, c'est un vrai problème, même par les ça ne va pas du tout le bloquer, quoi. Voilà. alors, là, au niveau, vous voyez le lien hein, qui est en bas. Donc là, globalement, c'est en fait un document qui fait 39 pages, et notamment à la page 12, vous verrez, hein, notamment c'est le haut commissaire du Conseil de la santé qui met un détail très complet sur justement l'aspect ventilation des espaces et notamment sur l'usage de la climatisation. Donc on n'a pas le temps ici hein, dans ce webinaire. L'objectif, c'est aller voir, télécharger ce document et vous allez voir, il y a un pavé assez important qui explique en fait tout type de conseils à ce niveau-là. Alors Benoît, je te propose peut-être de reprendre la suite, donc ça te permettra de répondre aux nombreuses questions. Hein. Notamment, je crois que tu as des réponses par rapport à la durée de vie du virus sur les surfaces, je crois. C'est bien ça? Oui, c'est pareil, c'est un sujet, ben, quand il est dans l'air, après il se pose sur une surface. Donc c'est là où il a une durée de vie qui est pas du tout la même selon la surface sur laquelle il se pose. Et ça pose pas mal de problèmes justement. Alors, il y a 2 études là-dessus qui sont sorties. On est encore dans un flou, c'est des études qui datent d'avril, donc depuis, j'ai pas vu, il n'y avait pas de nouvelles études. Mais on est quand même sur des variations sur le plastique de 2 à 6 jours, 3 à 5 jours sur l'acier inoxydable, 1 jour sur le papier, le carton, ainsi de suite, 5 jours quand même sur la céramique, le verre, 2 à 8 heures sur l'aluminium et le cuivre, 4 heures. Alors là-dessus, moi, je mets quand même un petit bémol, hein, parce que c'est vrai qu'il y a déjà des gros écarts entre les études, donc ça veut dire que c'est pas si simple que ça à mesurer. Pourtant, c'est des études américaines et je sais plus l'autre, mais je vous ai mis les liens en fait hein, vers les études. Vous avez Source Le Monde, mais qui s'est appuyé sur 2 études là-dessus. Et puis surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà, ça, c'est des fragments en fait d'ADN je crois, du virus qui ont été retrouvés à chaque fois avec ce type sur les différentes surfaces. Mais par contre, on ne sait pas du tout si ces fragments de virus, ils sont encore, ils peuvent générer encore une infection ou pas. Donc ça veut dire que est-ce que c'est juste un détritus de virus ou est-ce que c'est des virus actifs? Là, il semblerait plutôt qu'on ait une tendance à dire que finalement, il ne serait peut-être pas si actif que ça. Voilà, donc on ne le sait pas trop. Le problème, c'est qu'on va le laisser comme ça tant qu'on a du doute, parce qu'il vaut mieux être prudent. Après, on a un vrai, la durée de survie est liée aussi en fait à la concentration du virus, notamment par exemple sur une goutte d'eau ou ainsi de suite. Donc, si il y a beaucoup de virus à un moment donné, s'il est dans une goutte, tout ça, ben, ça va durer plus longtemps que s'il est tout seul posé sans humidité. Et donc, ça veut dire tout simplement que le taux d'humidité a un impact aussi assez fort aujourd'hui sur sa durée de vie et sa contamination. Alors, quand on part de ce principe-là, où on regarde en fait cette durée de vie en fonction des matériaux sur lesquels elle est posée, ben, il y a un impact direct hein, dans notre action. Ça veut dire que toutes les zones de contact que vous avez dans vos établissements, alors que ce soit les toilettes, que ce soit les poignées de porte, les lits, les couverts, la vaisselle, hein, que ce soit les chaises, les meubles, voire les fruits, et puis tout ce qui est pleine nature, les canoës et ainsi de suite. Bon, bah, à chaque fois, en fait, ce sont des zones de contact qui sont des zones qui peuvent contaminer une autre personne. Donc, ça veut dire que c'est à partir de là que la plupart des mesures qui sont prises, et notamment les mesures d'hygiène, sont faites pour tuer le virus sur ces surfaces-là, mobiles, voire immobiles, lors du processus en fait touristique. Ça veut dire que entre les deux, oui. Oui, alors justement, si je me permets, là, on a une personne qui nous dit est-ce qu'il y a possibilité de contamination sur des surfaces en bois? Alors, en bois, en fait, c'est vrai que là, on a regardé les différentes études, hein, donc on a essayé de faire une compilation, en tout cas, d'articles, voilà, soit sur la presse, etc. Il semblerait que le bois ne soit pas un véritable vecteur, d'accord? Attention, on met ça entre guillemets, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup moins
de viralité possible au niveau de ce virus sur des matières en bois. Voilà ici. Il y a une durée de vie, c'est qu'en fait, il se conserve moins longtemps sur le bois. Voilà. Après, par contre, si on passe 3 minutes après quelqu'un qui a encore une goutte de salive comme ça, enfin, ça sera encore contaminant. Hein, voilà. Donc, mais par contre, sa durée de vie sur le bois est plutôt faible. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, en fait, la désinfection des surfaces est très importante. Hein, et c'est là où il faut vraiment il faut nettoyer d'abord, il faut rincer, puis il faut désinfecter avec la plupart du temps, alors, ce que préconise Ecolab justement, des lingettes jetables, ainsi de suite. Donc, c'est pas très développement durable tout ça. Hein. C'est-à-dire que le côté écologique avec le côté sanitaire de cette crise aujourd'hui, c'est pas le top du tout, quoi. Alors, la question, en fait, en termes de protocole de nettoyage et de désinfection, c'est se poser la question où se situe, c'est-à-dire que quelles sont les zones sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, potentiellement, il y a croisement de deux clients, d'un client salarié, voilà, où les hommes peuvent se transmettre, en fait, se poser le virus. Donc, hall d'accueil, chambre, cuisine, partie commune, parking, tout ça. Après, c'est quoi? C'est-à-dire que quels sont les objets fixes ou mobiles hein, qu'il faut qu'on désinfecte? Donc là, il faut tout lister. Il y a beaucoup de fiches aujourd'hui, justement par rapport au métier, qui vous précisent exactement le détail de tous ces endroits-là. Et puis comment? Ça veut dire lister ces zones et objets à nettoyer, les fréquences, le temps de latence, les gestes, les produits à utiliser, comment il faut habiller les personnes aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on bloque des zones? Est-ce qu'on enlève le non indispensable ou dangereux? C'est-à-dire que c'est clair que toutes les flyers, les livres, tous les objets en fait un peu superflus, qui souvent font partie aussi de l'expérience touristique tout court. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez dans une bibliothèque, si vous enlevez les livres, un salon dans une chambre d'hôte avec une bibliothèque sans livres, ça tue un peu la chose. Hein, là. Donc, mais c'est vrai que de toute manière, il y a une vraie déficience un peu au niveau de l'expérience touristique autant que telle. C'est tout le problème, on le verra un peu plus tard, où en fait le sanitaire dégrade en fait l'expérience touristique. Alors là-dessus, il y a des fiches métiers intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous reposer hein, sur le niveau du ministère du Travail. Alors après, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que tout ce qui est tactile, c'est plus d'actualité. Parce que tout simplement, si les gens se mettent toujours les doigts là-dessus, on va pas se nettoyer à chaque fois avant d'y aller. Donc, globalement, on supprime tout ce qui est tablette mis à disposition du public. Tous les écrans en mode affichage dynamique, on les bascule, voilà, qu'ils ne soient pas interactifs, qu'ils soient plus tactiles. Ou alors, pour ceux qui sont, on a le cas par exemple à Nîmes sur le musée de la Romanité, qui a quand même tout un parcours client centré sur l'interrelation, l'interface avec des écrans, des tables tactiles et tout ça, et où là, par contre, il y a la possibilité d'acheter des stylos jetables, des stylets, pardon, jetables, et qui permettent de faire l'interaction, mais sans poser son doigt sur la vitre. Quoi. Voilà. Alors après, il faut faire attention aux enfants, tout ce genre de choses. Au niveau des protocoles en fait, et des produits de nettoyage, globalement, c'est quand même les produits désinfectants les plus utilisés, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est l'alcool, d'accord, à 75%, l'éthanol, et puis l'eau de javel diluée au moins à 1,50e. La plupart des désinfectants en fait, ménagers hein, sont efficaces selon les autorités sanitaires. Par contre, il faut vraiment respecter, regarder quand même sur les outils que la norme du virucide NF-EN 14-1476 soit bien celle qui soit posée dessus. Parce que nous, on a vu quand même par contre à certains moments des professionnels qui validaient certains produits et qui n'étaient pas virucides. Voilà, donc attention là-dessus si vous faites des promesses, de faire des promesses qui tiennent, qui sont en accord quand même avec ces normes-là. Ça veut dire aussi que il faut vraiment favoriser le jetable, les nappes, la vaisselle, les lingettes et les blouses, les gants, tout ça, avec tout ce qu'on va voir après, un processus aussi pour les jeter, avec toujours ce qu'on disait tout à l'heure, un 4 temps, un nettoyage, rinçage à l'eau, séchage et désinfection. Hein, c'est vraiment ce qui est recommandé. Et puis de faire en sorte que les clients et les salariés aient des consignes très précises en termes de comportement, de nettoyage et désinfection, et qu'ils aient aussi pour eux, enfin, tous les outils nécessaires. Quoi. Donc, affiches, infographies, tout ça, que vous pouvez leur mettre à disposition, justement pour qu'ils puissent eux-mêmes se désinfecter ou nettoyer eux-mêmes des objets ou autre chose. Voilà. Petite, enfin, ouais,
peut-être avant que tu interviennes sur le bio, notamment on a plusieurs remarques là qui est sur ce que tu viens de dire au niveau des produits. Il faut aussi faire attention lorsqu'on a une activité de pleine nature à ne pas utiliser en fait des produits corrosifs qui pourraient altérer entre guillemets de matériel dédié à la sécurité. Je pense notamment à tout ce qui est des baudriers par exemple. Donc il faut faire attention. Donc notamment Gilles de nouveau qui nous dit bien attention parce que actuellement comment dire, les informations qu'ils reçoivent du ministère des Sports restent encore un peu floues, d'accord, pour ne pas dire autrement. Et donc là, il faut bien se ranger par rapport aux préconisations de Bercy, donc du ministère du Travail. Donc il faut faire attention effectivement par rapport à ces points-là. Donc de bien regarder, mais on a une partie sur ça. Hein, voilà. Donc c'était un point que je voulais. Ah, puis c'est fabricant quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est la responsabilité aussi des fabricants de dire que quand j'ai un baudrier et tout ça, comment ça se passe avec, comment je peux le nettoyer avec elle. Enfin, on sait que le problème, c'est que si vous commencez à désinfecter chaque baudrier à la sortie d'un usage, sa durée de vie risque d'être touchée. Donc en fait, la sécurité des gens qui l'utilisent aussi. Donc c'est vrai que ça pose un vrai problème à ce niveau-là. Il y a pas mal de questions comme ça. Hein. Justement, quand on met le bio, un des premiers webinaires qu'on a fait justement sur le sanitaire, ça a été une des premières questions. Qu'est-ce qu'on fait, ne serait-ce qu'avec les fosses septiques pour utiliser un désinfectant qui, la plupart du temps, en fait, va tuer les bactéries d'une fosse septique. Donc c'est compliqué. Donc là, on en a trouvé quelques-uns, mais bon, qui sont aussi chers. Hein. Ça vient du milieu médical, à 100 € les 5 litres. Donc voilà, on vous a mis quelques références là-dessus. Qui permettent, parce qu'il a un système chimique qui à la fin laisse comme détritus juste, je crois que c'est de l'eau après le processus chimique. Donc en fait, il n'est pas polluant, mais par contre, il coûte très cher. Donc c'est vrai qu'il est réservé normalement aux cabinets médicaux ou autres. Alors après, il y a une chose, beaucoup de gens me posent la question en me disant, mais oui, mais la vapeur sèche, hein, donc elle est super parce que ça permet de tuer. Oui, alors il y a une chose qui est certaine, c'est que si le virus passe en plein milieu du jet de la vapeur sèche, hein, qui est quand même à 120 degrés, je crois, un truc comme ça, avec très peu d'humidité là-dedans, 7%, ça va tuer le virus. Par contre, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le virus dans l'air. C'est que si vous ne passez pas juste dessus, par contre, tout ce qui est à côté, s'il est juste à côté, vous allez projeter le virus et vous allez le remettre dans l'air en logique aérosol. Et en plus, avec un peu d'humidité en plus. Donc, à l'endroit exact où vous allez désinfecter, ben, vous allez le faire. Par contre, à côté, vous risquez en fait de propager le virus ailleurs. Donc là-dessus, il y a un vrai débat parce que je sais qu'il y a des EHPAD qui le préconisent aussi. Donc, bon, on n'a pas toujours les réponses définitives là-dessus. En tout cas, les autorités ne se prononcent pas systématiquement. Voilà, puis il vaut mieux éviter et il vaut mieux favoriser les lingettes directement jetables. Alors, d'autres exemples aussi, ici, qu'on vous a mis, on ne va pas passer en revue, mais c'était au départ, il n'y avait pratiquement aucun fournisseur qui faisait ressortir des désinfectants par rapport à ça. Là, on commence à en avoir de plus en plus, ça commence à se mettre en place. Donc, vous pourrez aller voir et faire un point un peu sur ces produits-là, hein, qu'on vous a laissé un peu ici, quoi. Voilà. Arnaud, je te repasse un peu là, parce que faire de l'hygiène, c'est une chose, mais par contre, il faut le faire dans des bonnes conditions. On a vu, si on écoutait M. Trump, d'accord, qui disait qu'il fallait qu'on désinfecte avec l'intérieur du corps, voilà, il faut quand même faire attention à ce niveau-là. On ne va pas se boire une bouteille d'eau de Javel pour désinfecter. Donc, je te laisse donner les quelques consignes de bon sens. Merci Benoît. Alors, effectivement, quand on parle en fait d'hygiène, il faut être vigilant parce que c'est vrai que là, ça veut dire qu'on va manipuler entre guillemets des produits qui sont hautement dangereux. Donc là, vous avez aussi, vous en tant que professionnel, une obligation d'information sur les dangers, les risques liés à l'activité de nettoyage ou de désinfection, surtout au niveau de vos salariés, mais notamment si vous employez des saisonniers. Donc attention aussi à avoir des informations sur le contact avec les déchets, donc à bien veiller effectivement à être très respectueux par rapport à certains protocoles. Également, parce que malheureusement, c'est des retours qu'on a eu récemment, hein, le fait qu'il y en a qui mélangent de l'eau de Javel avec d'autres produits, et souvent, ça ne va pas du tout ensemble, et ça peut être hautement dangereux. Autre point important, c'est que comme vous utilisez en fait des produits que vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser au préalable, ce qui peut arriver, c'est que ces produits peuvent rendre le sol humide et glissant. D'accord. Donc veillez aussi à installer sur le site ou en tout cas dans votre structure
des panneaux permettant effectivement de mettre en garde, d'accord, par rapport à ces propriétés glissantes. Ensuite, c'est pas rien, c'est qu'on vous dit aussi de laver les vitres, d'accord, laver des éléments, mais ça veut dire des éléments en hauteur. Donc soyez aussi vigilants et formés, en tout cas, on va le voir, hein, donner des informations à ceux qui vont intervenir au sein de votre structure. Okay, et bien sûr, souvent, notamment pour la haute saison qui s'annonce, bah, les bonbonnes, hein, on préfère les acheter par paquet de 20 litres. Et le souci, c'est qu'il faut faire aussi attention à la manutention manuelle des charges. Voilà. Autre point également, Benoît, si tu veux bien, c'est la formation, d'accord? Parce qu'encore une fois, quand on parle de saisonniers, d'accord, bah, ils sont pas rompus à l'exercice. Donc la formation a une utilisation correcte et sur des produits et du matériel. Rien comme par exemple, il faut bien regarder quels sont les dosages, d'accord? On va pas s'amuser à le faire à la va-vite, hein, d'accord? C'est quand même des produits qui peuvent être hautement concentrés et qui peuvent effectivement avoir d'autres aspects nocifs. Le temps de contact, la température, d'accord? Donc c'est pareil, bien vérifier si les produits que vous avez stockés sont en tout cas dans une température acceptable. L'action mécanique, d'accord? Donc ça, c'est aussi des conseils que vous pouvez avoir par rapport à vos fournisseurs. Également, les séparations ou non des phases de nettoyage et de désinfection, d'accord? Pour éviter que vous puissiez rompre entre guillemets la chaîne d'hygiène, d'accord? Donc soyez respectueux des procédures. Idéalement, si on se permet d'aller regarder ce que font des professionnels des protocoles, bah, ils mettent en place des codes couleurs du matériel. Donc, des lavettes avec un son rouge, bleu, lors du lavage des sols. Donc, de bien distinguer, entre guillemets, par rapport au type de surface. D'accord? Et bien sûr, le matériel, le produit adapté pour le type de surface. Donc, bref, vous avez compris. Tout ça, il faut aussi avoir une formation au niveau de vos salariés, d'accord, pour qu'ils puissent en tout cas faire les choses dans le bon ordre. Autre slide, Benoît. Alors, également sur l'hygiène, c'est bien sûr du bon sens, d'accord, mais on se permet quand même de le rappeler, d'accord. La sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, c'est déjà bon, les cheveux attachés, on évite d'avoir des bijoux, etc. Dans certaines situations, hein, donc le port de la tenue de travail, entre des bottes, des blouses jetables, hein, donc ça c'est des choses importantes. Bon, après on va y revenir largement sur tout ce qui est les masques, les gants, etc. Lavage des mains régulier, etc., etc. Donc voilà, c'est tous des éléments de base, mais il faut pas hésiter en tout cas à le rappeler ici. Très bien. Autre Benoît, si tu veux bien. Alors aussi côté déchets, il faut en parler aussi sur les risques sanitaires. Donc, on privilégie bien sûr des poubelles à pédales. Et notamment là, je me suis permis de vous prendre un extrait de la grande Bible, entre guillemets, du Haut Conseil de la Santé publique. Hein, vous avez le lien qui est en bas. Et à la page 10, il détaille en fait qu'est-ce qu'ils entendent par traitement des déchets. Alors, je vous lis, hein, d'accord? Et simplement, côté déchets produits, il faut prévoir effectivement donc un sac plastique par ordure ménagère dédié, opaque, disposant d'un système de fermeture fonctionnelle, d'accord, et d'un volume adapté, pas plus de 30 litres au maximum, d'accord, ici. Et bien sûr, hein, de pouvoir mettre juste à côté, comme vous voyez, hein, des infographies permettant de bien montrer quelle est la procédure et de bien, voilà, de ne pas oublier effectivement à bien fermer en fait ce sac ici. Ensuite, côté matériel, Benoît, si tu veux bien. Donc, côté mesures d'hygiène, on va pas vous l'apprendre, d'accord, vous avez vu la rencontre avec les bornes des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique. Alors, il faut savoir que ce matériel, il est souvent à l'entrée, en tout cas, de votre structure, et il peut être utilisé comme un support publicitaire. Donc là, souvent, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre le prix. Attention, hein, c'est juste un ordre d'idée. Hein. Là, par exemple, pour une borne digne de ce nom, hein, d'accord, faut compter quand même entre 299 et 350 € l'unité. Vous en trouverez des moins chers, mais veillez bien à ce que les normes ENEF soient bien indiquées. Autre point également, Benoît, si tu veux bien, ici, on vous a mis en fait, alors là c'est pareil, dans un webinaire comme ça, on ne peut pas tout vous dire, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on est en train de vous dire entre ce que dit Benoît et moi, c'est extrait en tout cas de toute une littérature, etc., qui est parfois soporifique, mais qui est nécessaire pour faire ce type de webinaire. Donc là, on vous a laissé un centre de ressources
Donc, notamment, pour vous indiquer, hein, vous avez un centre de ressources, nettoyage, désinfection, guide de bonne pratique, d'accord? Donc, tout ce qui est le secteur de l'hôtellerie et restauration. Un guide également lié à tout ce qui est pratique post-confinement lié à la reprise. Donc, par rapport à ce que promulgue le ministère du Travail, mais aussi le ministère des Sports. Également, très intéressant, vous avez aussi des affiches et des infographies à télécharger pour rassurer les clients. Donc là, inutile de perdre votre temps à essayer de faire quelque chose sous Word. Vous avez plein d'infographies. Et là, en cliquant dessus, vous allez juste effectivement imprimer et on va le voir, de pouvoir le mettre soit sous forme de feuille, soit directement sur des panneaux PVC. Et on vous a mis aussi des consignes de nettoyage pour prévenir de la propagation du Covid avec des sources, un outil déployé par Airbnb et aussi par Booking qui est Popletly qui vous permet d'avoir le management des services de ménage et de maintenance. C'est en fait une espèce de checklist que vous avez avec votre smartphone et qui permet en tout cas de respecter un protocole ici. Alors, maintenant, à éviter. Je te laisse la main ou je le reprends, c'est comme tu veux. Oui, bah, on va reprendre parce qu'en fait, j'ai en profité parce qu'il y a une question là qui m'a été posée, enfin qui nous a été posée, pardon. C'était vraiment, oui, mais alors la vapeur et tout ça, si ça tue le virus et que ça projette le virus à côté, ben, en fait, ça fonctionne et tout ça. Le problème, c'est plutôt que ça crée un courant d'air et que ce qu'on va voir, quand, par exemple pour le linge et tout ça, c'est pareil. Il faut éviter en fait les courants d'air, il faut éviter de le propager, tout ça. Donc en fait, là-dessus, ça peut se discuter. Après, c'est des discussions où en fait, on n'a pas vu nous de choses totalement arrêtées. Mais on a vu aussi ces avis-là, quoi. Donc, a priori, en plus, les produits, c'est ce que je disais, les produits, enfin, les matériaux et les matériels utilisés par les professionnels ne sont pas obligatoirement les mêmes que ceux qui sont pour les amateurs, pour le particulier. En tout cas, sur le côté vapeur, hein, c'est un vrai débat depuis le début. Moi, on pense, nous, qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est pareil pour l'aspirateur, ce qui souvent on ne comprend pas trop pourquoi, parce que ça génère tout simplement un courant d'air et que les filtres en fait, de l'aspirateur ne gèrent pas la taille du coronavirus. Donc, de toute manière, c'est déconseillé aujourd'hui de créer et pour éviter que le virus se retrouve en aérosol en fait, dans la pièce. Pareil pour le bicarbonate de soude qui est très utilisé pour les maisons bio, tous ceux qui sont dans un protocole assez écologique. C'est super le bicarbonate, mais ça ne marche pas pour le virus, quoi, le corona. La même chose pour le vinaigre blanc. Hein, et on vous le dit parce qu'en fait, on a vu des professionnels qui l'affichaient en plus en disant mais nous on nettoie tout comme ci, comme ci, comme ça. À la base, ça ne tue pas. Alors après, voilà, si vous avez bien savonné avant, le virus par contre, il part sur rien que surtout, il est dans un corps gras, enfin sa pellicule. Donc de toute manière, quand on met un solvant comme le savon, tout ça, ça marche très bien aussi. Hein. Donc, c'est pas un désinfectant, mais ça tue aussi le virus. Donc, la question, après, c'est une somme de risques. Mais en tout cas, c'est déconseillé ce genre d'outil. Arnaud, je te laisse. Oui, alors on a justement Estelle Levas qui dit, mais alors, si on n'aspire pas, on passe le balai, c'est pas pire. Globalement, voilà, l'objectif, c'est quoi? Vous avez compris, hein, ce virus, en fait, il est ultra volatile. Donc, plus il y a de la poussière et plus ce virus va se mettre, en fait, dans la poussière. Donc voilà, donc effectivement, on a tendance à dire que le balai, parce qu'il faut balayer, enfin en tout cas, il faut nettoyer, est peut-être un peu moins nocif qu'un aspirateur qui va diffuser surtout sur l'ensemble de la pièce, mais aussi si jamais vous avez ouvert les portes, ça va se répandre sur les autres pièces. Donc voilà, donc après, sur pareil, hein, c'est toujours délicat. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est l'aspect mécanique des choses. C'est l'enjeu en tout cas de ce webinaire. Après, bien sûr, c'est une question de bon sens. Alors, après, c'est recommandé. Attention, c'est recommandé, d'accord. Voilà, ce qui est officiellement recommandé de ne pas utiliser l'aspirateur. Voilà. Très bien. Alors, on était effectivement sur la gestion du linge. Alors oui, pour notamment nos hébergeurs. Donc là, par rapport à tout ce qu'on a pu lire, et notamment par rapport à des protocoles officiels, encore une fois, on se base sur le Haut Conseil de la Santé publique, ils nous disent que voilà, laver 30 minutes à 62 degrés détruit le virus. D'accord, bon, voilà. Après, est-ce que c'est 30 minutes, 60 minutes, 60 degrés? Et globalement, voilà. Mais aussi, les gants et masques, le temps de latence. Donc ça, c'est quand même important. D'accord, ça veut dire que quand vous prenez en charge du linge sale, d'accord, dans le cadre d'une chambre, prévoyez effectivement 3 heures, d'accord. Et ce qui va être important, c'est bien sûr de ne pas secouer les couettes, d'accord, les rideaux également, d'accord. Encore une fois, plus vous allez secouer et plus vous risquez en fait de répandre de la poussière.
Des spinques à linge dédiés et isolés, d'accord? Donc, deux temps. Le premier temps, c'est le récupération du linge sale et ensuite pose des linges propres. On évite effectivement, on répartit par rapport à des chariots éventuellement permettant de faire le ménage. Alors là, c'est compliqué parce que bien sûr, nous, on est professionnels du tourisme, d'accord? Vous allez me dire, ouais, mais là, si vous me dites qu'il faut en plus enlever les bibelots, les nappes, les rideaux, etc. Non, mais ma chambre, elle ne ressemblera à plus rien. Globalement, on dit éviter le superflu, d'accord? Voilà. Donc voilà, si possible, ok? Et clairement, et nous, c'est ce qu'on conseille depuis le début. Notre métier, c'est le tourisme, d'accord? Et je pense qu'il y a des prestataires de lavage, hein, notamment favoriser clairement la sous-traitance, hein, dont certains on en fait leur spécificité. Ce qui va être intéressant en faisant ça, c'est que vous vous déchargez entre guillemets de la responsabilité, d'accord, à un tiers. Ce n'est pas négligeable ici. Très bien. Maintenant, Benoît, on va passer maintenant aux gestes barrières, si je veux bien. Alors, les gestes barrières, d'accord? Donc, vous avez compris, hein, l'objectif, c'est d'éviter la transmission directe du virus par un obstacle, d'accord? Donc, on fait ça pour se protéger, clairement, mais aussi de protéger son entourage, d'accord? Voire ses salariés. Alors, le premier élément qu'on peut vous dire, c'est ici, voilà, on a effectivement, vous voyez cette infographie qui montre bien le niveau de protection, d'accord? Donc là, effectivement, deux personnes qui n'ont pas de masque, vous voyez que le niveau de protection est égal à 0. Il suffit qu'il y en ait un qui a un masque comme vous voyez effectivement ce que ça donne, d'accord? Donc je pense que c'est encore une fois du bon sens. Mais bon, on préférait vous le rappeler. Alors maintenant, côté matériel. Attends, juste un point quand même là-dessus, parce que beaucoup de gens nous disent mais bon, moi je porte pas de masque parce que bon, je crains pas ou tout ça, mais en fait, il faut vraiment faire passer comme message, c'est que quand on porte un masque, et notamment les masques dits chirurgicaux, en fait, c'est surtout pour éviter de contaminer les autres, et c'est pas pour se contaminer soi. La logique, c'est plutôt que tout ce qui est excrétion quand on parle ou autre, en fait, sont bloqués par le masque. Par contre, ça vous empêche pas de respirer. Les masques chirurgicaux ne sont pas aujourd'hui un filtre au virus. Voilà. Et autre chose aussi, juste à préciser, il y avait vraiment une fake news qui a circulé beaucoup sur le, enfin pas une fake, enfin dans le sens où c'était pas prouvé. Où vous avez vu des pourcentages associés en fait à ce même genre de schéma en disant on était à 90% pratiquement si on avait les deux personnes avaient le masque et tout ça. En fait, il n'y a aucune étude qui donne des données précises sur le fait qu'il y en a un qui a le masque et l'autre pas de masque, on est à tant de pourcentage ou autre chose. Donc c'est pour ça que c'est cette infographie qui marche, mais après, on ne peut pas quantifier aujourd'hui ce genre de choses. Ouais, effectivement, de toute façon, ça dépend au niveau environnement, etc. Alors, maintenant, quand on parle de masque, on va vous parler très rapidement hein, du matériel, d'accord? Donc là, ici, bah, les masques, hein, vous l'avez compris, hein, vous avez des masques de différentes variétés, tissus classiques, personnalisés, logotés, etc. Voilà. Ce qui va être important, on va le voir, c'est les normes. C'est un style qui va suivre. Le prix, hein, ça va de 60 centimes, voire moins, d'accord? Jusqu'à parfois 4 euros, jusqu'à 13 euros l'unité. Ça dépend effectivement du quantité, de la qualité, etc. etc. Également, parce qu'on en voit aussi, hein, c'est des masques de visière en plexi, d'accord? Donc ça permet, il y a des mousses confort, etc. frontales. Donc là, très utilisé, notamment pour des personnes qui reçoivent en fait du public. Donc c'est pareil. Alors après, on voit effectivement des personnes qui ont le plexi et le masque, d'accord? Donc une idée, hein, de prix entre 15 euros et 25 euros l'unité. Alors maintenant, si tu veux bien, on passe sur notre style, Benoît. Donc, on va donc regarder un peu plus ce que nous préconise, encore une fois, la haute autorité, à savoir le Haut Conseil de la santé publique. Hein. Vous avez compris, c'était notre livre de chevet. Donc, bien sûr, là, c'est quasiment une synthèse de quasiment pas loin d'une trentaine de pages. Donc, ce qui est en rouge, c'est vraiment le concentré. Donc, la définition en termes de masque grand public, d'accord? Donc, premier point, une efficacité de filtration d'au moins 70% pour les particules de 3 microns émises pour la personne portant le masque. Alors, on va dire, je vois bien avec votre décimètre à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire 3 microns. En fait, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est une chose importante, c'est qu'il faut que les masques, surtout pour vos salariés, clairement, et pour vous aussi, doivent répondre à des spécifications, notamment par rapport à des normes AFNOR. Et la norme AFNOR en vigueur,
d'accord? C'est, excusez-moi, hein, je vous prends un Scrabble, mais vous comprenez, c'est spec S76-001, d'accord? Voilà, ou des normes équivalentes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ces masques grand public doivent répondre d'une part à des critères de performance de filtration, c'est ce qu'on vient de voir, aussi de respirabilité, c'est pas rien, hein, d'accord? Il faut savoir qu'en fait, pendant une durée maximale de 4 heures, d'accord, c'est la durée d'usage, d'accord? Et bien sûr de forme, ok? Il ne faut pas avoir des espèces de formes un peu exotiques, à part effectivement pour les enfants, ça leur permet un peu plus d'accepter en tout cas le port du masque. Côté recommandation, le port d'un masque grand public est obligatoire dès lors que la distance physique d'au moins 1 mètre ne peut pas être garantie. Donc là, ça veut dire quoi? Quand on est en fait dans des espaces très exigus, d'accord, donc un atelier de réparation de VTT ou loueur de canoë, bah dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas le choix de porter ce masque, d'accord? Voilà. Donc ça, si certains sont passionnés par ce sujet, je vous encourage à lire le chapitre 6 du document qui fait une 40aine de pages. Ouais, alors, ce qui ne veut pas dire, Arnaud, moi je précise une chose, parce que quand on lit ça, il y en a qui pourraient se dire, oui, mais alors c'est bon, quoi, si je suis resté à 1 mètre, je n'ai pas besoin de mettre de masque. Et là, je pense que par contre, c'est la première erreur à ne pas faire. C'est justement, même à 1 mètre et tout ça, on serait plutôt à plus d'1 mètre. Hein, enfin, aujourd'hui, justement, là-dessus, il y a des études. Mais alors, sur les études qui ont été faites en Corée de ça, sur un bus là, qui avait été infecté, on était à plusieurs mètres sur l'infection. Donc, attention à ce genre de choses. Et la sécurité, c'est que même si on est à plus d'1 mètre, si les deux mettent un masque, on limite le risque, quoi. Ce qui est super, c'est que Benoît, c'est que tu me fais mes transitions, donc c'est top. Voilà, ici. Donc là, comme disait Benoît, d'accord, le port du masque, c'est pour vous protéger vous, mais surtout protéger essentiellement l'environnement de celui qui le porte. D'accord. Donc ça, Benoît l'a dit, on le redit, c'est important. Faut savoir que ce type de masque ne peut pas éviter à une personne saine d'être contaminée. D'accord. Donc bien sûr, ça veut dire que il faut aussi, en complémentarité, avoir des précautions sur les gestes barrières, etc., etc. D'accord, ici. Donc, les recommandations, cette fois-ci, du Haut Conseil de santé publique, hein, c'est des écrans, des visières qu'on vous a dit il y a quelques minutes, hein, peuvent être utilisés en complément d'un port de masque grand public. D'accord. Donc, c'est des éléments en fait qui peuvent être mis en place. Alors maintenant, d'autres points, d'autres matériels que vous pouvez avoir pour les gestes barrières. Donc là, il est important aussi de gérer les flux. On va le voir hein, dans quelques minutes. Donc, en gérant les flux, le matériel qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est le marquage au sol, à la fois intérieur et extérieur, via des bandes adhésives permettant de créer des lignes d'attente, d'accord, d'espace d'1 mètre, d'accord. Donc, l'idée du prix, ça va de quasiment 3 € jusqu'à 19 € si vous avez effectivement une large bande adhésive, d'accord. Également, ce qui peut être intéressant, c'est l'utilisation de poteaux de guidage ou de potelets. D'accord. Alors c'est pareil, il y a plein de un éventail de prix. Hein. Là, ce qu'on a pu voir, ça va entre 30 € et 80 € l'unité, proprement parlé. Ici. Alors, voilà pour la partie geste barrière. Benoît, si vous voulez, on a une question là-dessus avec une Virginie là, qui nous dit qu'elle travaille dans l'aide à domicile et que seul le masque chirurgical est protecteur, mais pas du tout la visière seule. Hein, c'est clair que c'est quand même pas la même chose une visière et un masque. D'accord là-dessus. Je te laisse peut-être développer si tu as envie. Oui, alors par rapport à la question de Virginie, c'est ça ouais. Oui, alors donc bon, là en fait par rapport, ça dépend aussi. C'est qu'en fait avec un masque, encore une fois, c'est vrai que quand on doit faire, je sais pas moi, des parcours acrobranches, du canoë, etc., c'est compliqué parce que essayer de faire du sport avec un masque, c'est pas évident. Donc ça veut dire aussi, il y a une espèce de tolérance qui peut être différente en fonction des individus. Et l'usage effectivement d'un masque en plexi est beaucoup plus aisé et peut-être aussi visuellement, ben voilà, on n'a pas cette couverture. Par contre, il est clair que nous, on recommande l'usage des deux, hein, à la fois le masque et la visière. Voilà, ici. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le masque de chirurgie, lui, en fait, il bloque pas. C'est la différence avec le FFP2, hein, qui est celui qui est réservé normalement pour les professionnels de la santé. Le FFP2, en fait, il bloque vraiment, il est étanche en fait, tout au long. Et le masque chirurgical, lui, n'est pas étanche. C'est-à-dire que si on prend, quand on voyait des gens qui vapotent ou qui fumaient, tout ça, on voit bien en fait la vapeur d'eau qui suit, enfin, qui voyait toute la fumée qui part.
il est certain qu'en fait, entre le FFP2 et le masque chirurgical, c'est pas la même approche, mais le masque chirurgical laisse passer la fumée, quoi. Voilà, vous l'aurez. Donc, mais par contre, si on faisait la comparaison avec le, comment ça s'appelle, la protection, la visière et tout ça, ben là, en fait, il y a encore plus de moins de retenue avec. C'est pour ça que le masque chirurgical, à mon avis, est préférable vraiment à la visière hein, dans cette logique-là. Mais après, par contre, selon les circonstances, comme l'a précisé Arnaud, ben, en fait, il faut essayer d'adapter au mieux pour que ça soit entre guillemets viable, voilà, qu'on puisse vivre et travailler avec. Hein, donc, c'est vraiment dans cette logique-là. Mais en fait, c'est pas mal. Ces trois niveaux-là sont importants à comprendre. Donc après, voilà, vous avez compris, c'est très aérosol, donc il faut bien sûr faire attention en fonction du milieu sur lequel vous travaillez. Et ben voilà, on utilise l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, encore une fois. Voilà. Je vais commencer, donc là, donc le troisième point, hein, c'est la distanciation sociale. Donc là, voilà, hein, donc là, on évite la transmission directe du virus par le toucher et par l'air, d'accord? Donc l'objectif, vous avez compris, c'est d'éloigner les individus les uns des autres. Alors, pareil, et après je te donnerai la parole, Benoît. Donc, un petit focus, si tu me passes l'autre slide. Un petit focus, en fait, sur la partie distanciation sociale. Alors, pareil, le Haut Conseil de la santé publique recommande, vous l'avez vu, hein, avec le déconfinement, de respecter une distance physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes en milieu extérieur et intérieur. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas pour faire ses courses en magasin, en milieu professionnel, etc. Dès lors que cette règle ne peut pas être garantie, le port du masque grand public est obligatoire. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un point important que ce Haut Conseil a mis en évidence. En règle générale, et lorsque le site le permet, on verra après, un espace libre de 4 mètres carrés autour d'une personne est recommandé. D'accord? Donc on va vous donner un petit outil qui va vous permettre de calculer ça. Alors, le dernier conseil que donne le Haut Conseil de la santé publique, si tu me passes le prochain slide. Moi, je peux vous dire un truc, quand je vois un espace libre de 4 mètres carrés autour d'une personne est recommandé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aujourd'hui de restaurants, quand je passe dans la rue aujourd'hui, ils ne respectent absolument pas du tout, voir tous les reportages à la télé, tout ça, cette recommandation. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'on a laissé quand même aller beaucoup de choses sur cette contrainte-là. La plupart des gens qu'on voit au restaurant, ils ne sont pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'on voit exactement la même chose qu'avant le confinement, quoi. Exactement, c'est ça. Dernier point, encore une fois sur le plan juridique, donc cette fois-ci c'est les règles de distanciation physique édictées en fait, notamment ça a été diffusé par le ministère des Sports. Donc voilà vraiment ce qu'il dit, c'est que il y a toujours cette règle des 1 mètre. Par contre, la particularité, c'est que si on pratique de la course à pied ou du vélo, alors pourquoi on vous dit ça? Parce que vous risquez d'avoir des clients qui vont vouloir faire du vélo. Donc là, la règle, c'est 10 mètres entre deux personnes. 5 mètres pour la marche rapide, 1,50 m en latéral entre deux personnes. Et pour les autres activités, hein, je le redis, hein, prévoir un espace de 4 mètres carrés minimum pour chaque pratiquant en statique ou 2 mètres entre chaque pratiquant en dynamique. Alors bien sûr, quand on voit ça, c'est pas très glamour, hein, mais voici en tout cas les règles de distanciation qui sont édictées par le Haut Conseil. Il y a une salle de concert hein, qui a fait un concert comme ça, en mettant les personnes à 2 mètres de distance ou à 1,50 m entre elles, hein, je crois qu'ils ont pris. Hein. Il y avait 50 personnes dans la salle en entier, c'est vrai que ça faisait pas du tout le même effet, quoi. D'accord? Donc c'était juste pour info, là ça commence à tester des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Je te laisse la main maintenant sur la gestion des espaces. Oui, alors la gestion de l'espace, c'est important à comprendre, ça. C'est qu'en fait, si on laisse 1,5 m entre les personnes, l'objectif, c'est quand même d'éviter les contacts entre les clients, entre eux déjà, entre les salariés, clients salariés aussi, mais aussi avec les prestataires externes quand on a une activité, tout ça. Donc, c'est important de regarder aussi où se passe l'activité en tant que telle, de, si possible, prendre un plan et de réfléchir directement sur un plan les différentes zones, comment circule dans la zone, comment on évite justement de se croiser à proximité. Voilà, donc c'est vraiment toute la démarche qu'on reverra un petit peu plus loin dans le cadre du parcours client. Alors, on a vu aussi que dans la gestion des zones et des espaces, on fait tout pour éviter les rencontres. Les piscines
les gens les uns sur les autres, bah, ça c'est un petit peu terminé. Hein. Je crois que là, on ne le reverra pas directement. On a vu ce qu'a fait la Grande Motte, parce que là, avec des carrés réservables à l'avance pour pouvoir poser sa serviette sur. Bon, c'est les seuls en France à faire ça, apparemment. Après, on était sur les zones aussi dynamiques, les plages dynamiques et tout ça. Bon, on a vu que ça ne marchait pas obligatoirement partout. Voilà, donc ça, c'est important quand même d'avoir ces zones-là, de pouvoir de délimiter les zones, notamment aussi sur l'accès. Hein, c'est-à-dire que les gens ne se baladent pas partout, on va vraiment les limiter, faire en sorte d'éviter le contact. Tu veux alors. Comme tu veux, je peux reprendre la main si Ouais, vas-y, on reprend la main. Voilà, il y avait effectivement une remarque de Karine et de Yann Courset qui dit oui, mais le rouge pour les bandes adhésives, c'est criard et c'est pas convivial. C'est à vous effectivement de regarder. Je crois qu'il y a suffisamment de prestataires, d'accord. Donc là, nous, on a fait des demandes de devis à droite et à gauche et on a effectivement eu des réponses par rapport aux produits qu'on vous présente. Mais il y en a tellement sur Internet qu'il ne faut pas hésiter effectivement à adapter les bandes, d'accord. Si effectivement le rouge, c'est pas très convivial, à vous effectivement d'adapter la couleur. Alors, attends, parce que là, je réponds quand même. J'avais commencé à répondre à la personne là-dessus. C'est oui, le rouge, mais le rouge, c'est voyant et c'est agressif. Et comme c'est agressif, en fait, ça se voit. Parce que le problème, c'est que si on met des bandes comme ça pour se faire remarquer, et puis qu'en fait, on les remarque pas parce qu'elles sont dans la même couleur que ce qui est à côté, en fait, ça fait pas son effet. C'est une forme de nudge marketing, ce qu'on appelle, c'est d'inciter les gens à avoir une attitude. D'accord, c'est qu'on pose des données comme ça. Et donc, on le voit, ça, on l'a exactement pareil sur les sites web, avec des gens qui ont fait des gros carrés rouges pour la communication en disant attention, Covid-19, tout ça. Alors, c'est absolument pas beau, mais à un moment donné, ça dépend de la priorité que vous voulez mettre au message et à l'attention que vous voulez que les gens aient sur ce que vous affichez. Voilà. Donc, oui, le rouge n'est pas sexy, je crois que c'est sexy plutôt, mais c'est plutôt agressif. Voilà. Donc, mais le fait qu'il soit agressif, justement, ça permet d'être clair. Vas-y, je te laisse là. Alors, maintenant, voyons sur la partie gestion du nombre de personnes au mètre carré et du temps. Donc, vous avez compris par rapport à la démonstration qu'on vous a faite, l'objectif, c'est de limiter le nombre de personnes dans chaque espace. D'accord? Donc, le problème, c'est de dire, oui, mais ok, mais alors moi, j'en ai aucune idée, quoi. Donc là, ici, vous voyez sur votre droite un petit outil, d'accord, qui vous permet, outil gratuit, j'insiste, hein, d'accord, qui vous permet, en fonction de la typologie de votre structure, de pouvoir, vous avez juste à remplir 1, 2, 3, et vous renseignez, insérer le nombre total de mètres carrés dans votre établissement, 3, indiquer l'espace non utilisable par les visiteurs, et automatiquement, il vous donne le nombre de personnes que vous pouvez accueillir, d'accord, par rapport à cette règle des 4 mètres carrés. Donc, ça peut être intéressant, ça vous donne juste une petite idée par rapport à ça. Donc, l'objectif, c'est quoi? Quand on a ce chiffre-là, eh ben, on voit qu'on doit éviter à un moment donné d'en avoir 10 fois plus. Donc, premier point, étirer le temps d'ouverture, d'accord? C'est pour ça que là, il y a certains prestataires de canoë qui ont décidé de développer des produits à partir de 18h30, d'accord? Et notamment 18h30 jusqu'à 20h. Donc, ce qui permet en tout cas de pouvoir étaler. L'autre point également, c'est le démarrage des visites. Si vous êtes à un musée, d'accord, eh ben, ça permet, ou un guide, d'avoir des départs espacés et décalés. Vous pouvez aussi avoir des prises de rendez-vous pour accéder au service. Et aussi, n'oubliez pas une chose, si vous êtes un camping, ou en tout cas vous avez un camping ou autre, piscine, barbecue, espace de loisirs, eh ben, même si c'est pas facile, hein, essayez de proposer des tranches horaires, soit par catégorie de clients, soit en non limité, soit en activité dédiée. Donc ça peut être effectivement un élément intéressant. Alors, côté donc matériel, encore une fois. Donc là, on vous a montré une série d'infographies, d'accord, que vous pouvez tout à fait décider de mettre en mode PVC, panneau PVC que vous allez accrocher au mur, d'accord. Donc l'objectif, c'est de travailler sur une signalisation permettant de maintenir la distance de sécurité, d'accord. Et ça, vous pouvez le mettre au niveau de votre réception, de l'accueil, salle de restaurant, en tout cas, voilà. Alors, une idée, c'est toujours pareil, hein, l'idée, le prix, hein, ça va de 5,50 € jusqu'à 15 € l'unité. Encore une fois, c'est ce qu'on a pu voir sur Internet. Autre point également, c'est des cloisons
plexi et des barrières de comptoir. Alors, valable à la fois quand vous êtes en mode accueil, d'accord, mais aussi, ça peut servir aussi de séparation entre les postes de travail et de bureau. Pareil, côté l'idée de prix, hein, quand on va sur Internet, ça va entre 92 € et 124 € l'unité. Encore une fois, ces prix-là, vous pouvez les voir ailleurs sur d'autres prestataires, voilà, ici. Également, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est les cloisons bois, d'accord, et Pepsi. Et notamment aussi, un élément qui est important, c'est la bâche plastique, d'accord, qui peut être déployée, notamment, bah, moi j'en ai vu dans les paillotes là, ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'un peu plus entre guillemets léger, voilà, ici. L'autre point que l'on va voir ensemble, et là je vais te laisser la main, Benoît, gestion de ses salariés et de ses clients. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les actions spécifiques face aux contraintes sanitaires? Oui, on va aller voir un petit peu les contraintes. C'est clair qu'à partir du moment où vous avez des salariés et vous recevez des clients, bah, en fait, vous avez des contraintes juridiques qui sont assez fortes. D'accord. Donc, vous devez tu as assurer. connecté ta vidéo. La vidéo, tu peux remettre ta vidéo? Ah, c'est coupé? Ouais, ici. Ouais, Bon, après, c'est pas grave, je peux rester. non, attends, je vais le remettre, mais toc. Pourquoi c'est coupé là? Une seconde. Bon, si tu veux, je peux le voir après. Tu vois, si tu veux, je prends le relais. On va changer, attends pas. Ouais, c'est bon, bouge pas une seconde. Alors, Ouais, c'est bon? non, on te voit pas ici. Non, ici, c'est bon, ça arrive. Voilà, ici. Je m'efface. Voilà, hop, à toi. Voilà, donc en fait, ce que je disais, c'est qu'on a un objectif majeur, c'est d'assurer la sécurité sanitaire et celle des autres, hein, donc les salariés et clients. Vous, en tant qu'employeur, vous avez vraiment cette contrainte juridique forte. Donc la question, c'est que quand une personne arrive chez vous, à l'arrivée et sur symptômes, il faut vraiment les contrôler. D'accord, déclarer, il faut qu'il fasse une déclaration. Ce qu'on voit, hein, il y avait un reportage encore au journal de 13 h aujourd'hui, on voyait comment Air France demandait des attestations comme quoi les gens étaient en bonne santé avant de prendre l'avion. Donc c'est vraiment ça. Est-ce qu'ils sont contagieux, hein, quelle est sa santé actuelle, qu'est-ce qu'on va faire s'il est ou s'il le devient. Donc il y a un côté quand même assez important, c'est de savoir d'avoir cette déclaration, voire de l'intégrer directement lors de l'achat de la prestation et faire du déclaratif, signé aussi, c'est-à-dire que c'est la déclaration comme je disais sur Air France. Hein. Alors pour les séropositifs, malheureusement, enfin là on pourrait le barrer parce que il n'y a plus vraiment il était question à un moment donné d'avoir un passeport sanitaire qui est plus d'actualité. Peut-être qu'il arrivera avec l'évolution sur l'immunité des personnes qui ont été déjà séropositives, enfin, qui ont été déjà contaminées. Mais pour l'instant, à mon avis, ça ne sortira pas. Après, il y avait l'application numérique qui est sortie aussi cette semaine, Covid-19. Donc, moi, je vous invite à la télécharger. Alors, je sais qu'il y a les données personnelles qui sont remises beaucoup en question et tout ça. Enfin, dans ce cas-là, si vous êtes déjà sur Facebook, Google, Apple, ainsi de suite, ça ne vous changera pas grand-chose. Ce sera encore, à mon avis, plus sécure que ce que vous faites sur vos réseaux sociaux. Hein. Il y a quand même un truc assez intéressant. On l'a vu, le marché de Cannes, par exemple, qui laissait avec une caméra thermique, c'est pas très cher, mais ça peut être, vous pouvez faire, de regarder véritablement si la personne a de la fièvre ou pas. On a vu les symptômes avant, mais en tout cas de leur demander si. Et après, les tests, si les symptômes pendant un séjour, alors là aussi, c'est des choses qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on peut faire un test? Là, on va aller plus les renvoyer aujourd'hui vers le médecin et tout ça. Bon, Donc, si la personne est contagieux. juste Benoît, ça colle un peu sur la RGPD. Donc, tu vas en parler ou tu vas en parler maintenant en disant, mais ça va où toutes ces données? Est-ce que c'est très Ah, mais on RGPD? va pas faire un débat. Non, moi, Voilà. je ne vais pas faire un débat là-dessus parce que on peut y passer des heures. La Exactement. RGPD aujourd'hui, en fait, la façon dont a été fabriquée l'application, elle ne garde pas vos données. Donc, elle diffuse pas, elle reste. C'est juste la capacité de savoir qui vous avez croisé à un moment donné
mais en fait, il n'y a pas de stockage et tout ça. Enfin, au souvenir, j'ai pas tout le schéma en place, mais je trouvais quand je l'avais regardé que c'était assez sécure. Après, de toute façon, ça ne nous concerne pas nous, ça concerne plutôt ceux qui le font au niveau de la GRPD. Donc, ça veut dire l'État qui a fait cette application, et sachant que il a quand même sollicité le gestionnaire pour avis, la CNIL, tout ça, sur sur les données personnelles. Donc, vous, en fait, entre guillemets, vous n'êtes pas concerné là-dessus. Après, vous avez le droit d'y aller, pas y aller. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ne veulent pas donner leurs données à ce niveau-là, sachant que vous pouvez les détruire à tout le moment, parce que vous êtes libre de supprimer toutes les données. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça va être fait vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que je fais ou pas? Bon, voilà. Moi, je pense que personnellement, c'est très personnellement, je pense que quand on est aujourd'hui sur un Facebook, on voit comment les données de Facebook elles sont utilisées à droite, à gauche, tout ça, sur Google ou sur Apple, on est, mais je crois, plus fois 10 ce qui est fait avec cette application-là. Maintenant, la question, c'est que c'est pas juste pour prendre une application, c'est juste que ça soigne des gens et que ça permet de détecter, de nous laisser en liberté s'il y avait quelque chose demain. Donc, moi, je suis plutôt pour, parce que je pense que l'enjeu, quand même, aujourd'hui, c'est qu'on sauve nos emplois, qu'on sauve nos vies, qu'on sauve nos activités, et que s'il y a un regain de pic de la pandémie, ben, il faudra à un moment donné vraiment détecter. On ne va pas revenir en logique de confinement, et ça passera beaucoup par des logiques, des outils comme celui-ci. Voilà. Donc peut-être que c'est peut-être pas tout de suite là pour l'instant, mais s'il n'empêche qu'il y a quelqu'un de chez vous autour qui est touché, ben, ça permettra de savoir et de faire attention justement, d'aller vous faire contrôler et d'éviter de contaminer d'autres personnes. Voilà. Donc c'est plutôt une approche qui a été utilisée à plusieurs endroits dans d'autres pays, tout ça. Alors, à mauvais escient à un certain moment. C'est clair qu'en Chine, l'usage laisse une très mauvaise image. Voilà. Si je reviens en fait sur où on en était, donc si la personne est contagieuse, donc si vous détectez quelqu'un, ben, en fait, il faut plus refuser l'entrée. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre vos salariés et les autres clients en danger. Donc, il faut le gérer. Si c'est quelqu'un, si vous êtes un hébergeur, la personne vient de faire 1000 km, vous n'allez pas la laisser dans la rue, tout ça. Par contre, il faut vraiment faire attention, il faut l'isoler avec la famille, les gens qui ont été en contact, enfin avec eux, qui sont avec eux, bien sûr pas tout le monde. Prendre en charge d'un point de vue sanitaire en se protégeant, l'envoyer vers les centres de soins, les pharmacies, prévenir toutes les personnes qui ont été en contact. C'est là l'utilité des fois mais ça, c'est plus à vous de le faire, ça sera directement la CPAM qui va le faire, à travers les brigades qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer justement de gérer cette approche-là. Donc, vous savez qu'en fait, la caisse primaire d'assurance maladie a embauché beaucoup de salariés qui, dès qu'il y a un déclenchement, le médecin a une obligation de déclarer qu'une personne est touchée par le Covid. Et là, cette brigade se met en œuvre pour voir un peu toutes les personnes qu'elle a croisées et essayer de les prévenir et voir de les mettre en quarantaine. Voilà. Donc après, c'est certain que si quelqu'un a été touché, vous avez aussi un rôle important de prévenir les anciens clients et le personnel qui ont été en contact avec cette personne. Hein, donc tout ça, pour moi, ça ne s'improvise pas. Hein, c'est quand même quelque chose qui doit être une procédure assez claire. C'est une procédure responsable, hein, qui est adaptée et empathique aussi. C'est-à-dire que c'est quand même important qu'on ait une démarche éthique à ce niveau-là. Donc, dernier point, en fait, qui est quand même aussi important, c'est le côté, si le propriétaire lui-même, je pense au gîte, aux chambres d'hôtes, tout ça, si d'un coup, pendant un séjour, votre propriétaire tombe malade, hein, ce qui est le cas, ce qui peut être le cas et de ça, bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Et là, je pense que moi, je vous invite vraiment à réfléchir comment vous gérez votre établissement si demain vous tombez malade et que vous êtes un personnage central dans cet établissement. Et pareil pour vos salariés, si vous avez une personne ou deux centrales, comment vous pouvez gérer ça? Est-ce que vous fermez ou pas? Est-ce qu'il y a des procédures particulières à mettre en place? Est-ce que vous pouvez pas recevoir du public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut justement s'occuper de des personnes? Qui la met en œuvre? Est-ce que vous pouvez vous-même vous isoler? Donc, est-ce que les clients sont-ils en danger? Comment vous pouvez les informer? Je crois être aussi assez souple, ce qu'on a vu sur ce qui a permis aussi d'engager des dépenses sur les conditions d'annulation. Voilà. Donc, attention pour vos salariés, l'employeur, lui, il est responsable de la santé des salariés. C'est l'article L 41-21-1 du Code du travail. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs. Donc là-dessus, c'est pas un détail. Vous avez au niveau réglementation
une obligation en fait de revoir les conditions de travail en lien avec le CSE, hein, le Conseil social et économique d'entreprise. Bon, je pense que la plupart du temps, ça a déjà été vu à la date à laquelle nous sommes aujourd'hui par rapport à la crise Covid. J'imagine que la plupart des entreprises qui ont, hein, c'est les plus de 10 salariés, un CSE l'ont fait. Par contre, pour tous, même pour les loueurs particuliers, ainsi de suite, normalement, pour les personnes qui travaillent, du style les femmes de ménage ou les personnels, le personnel de ménage, tout ça, bah en fait, le document unique d'évaluation des risques, il faut le remplir et c'est quelque chose de très important. Quand on vous demandera de tenir s'il y a un problème et tout ça, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez prendre une amende et en même temps, vous pouvez être tenu responsable justement de ne pas avoir tenu informé un salarié des risques qu'il prenait. D'accord. Donc, il faut revoir aussi les fiches de poste en intégrant les nouvelles contraintes, toutes les évolutions en termes de mission, les procédures, toutes les consignes particulières en termes de sécurité et puis potentiellement désigner comme personnel référent en termes de Covid. Alors là, ça dépend un petit peu le cadre hein, posé. Regardez un peu à ce niveau-là, les derniers le JO, là, justement, où il y a tout ce qui est défini là-dessus. Vous avez quand même une obligation d'information sur le risque pris, sur les personnes contaminées et sur le fait de réguler leur circulation en fonction de la zone de l'établissement. Voilà. Donc, juste pour info quand même, rappelez-vous au départ, on a eu quand même le Amazon qui a dû fermer ses entrepôts pour ces raisons-là. On a eu une usine Renault hein, qui a été aussi obligée de fermer avec une pression syndicale très forte. Voilà. Donc, est-ce qu'elle s'était justifiée? On ne sait pas trop. Enfin bon, là-dessus, mais en tout cas, ça a été validé et je crois même débattu en justice pour Amazon. C'est clair que la justice a suivi en disant que les salariés étaient en danger, donc ils ont tout arrêté. Donc pour les salariés aussi, toujours attention à la santé du personnel, vérifier la santé des employés. Donc vous pouvez leur faire prendre la température. Donc le mieux, c'est quand même de leur demander au domicile, et surtout si vous avez une confiance avec eux, qu'ils prennent leur température le matin ou à l'arrivée sur le lieu de travail. Ça dépend aussi si vous avez une caméra, enfin un outil pour ça. Vous avez des pistolets de thermomètre en forme de pistolet. Attention aussi, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai ma femme qui travaille dans le milieu hospitalier. Je peux vous assurer qu'il y en a quelques-uns qui ne marchent pas vraiment. Il y a des écarts de température, surtout selon où vous le prenez, à l'extérieur ou pas. Donc, attention à ce genre de choses. En ce qui concerne les tests, c'était assez compliqué. D'obliger, vous ne pouvez pas obliger vraiment les gens à faire un test. Il y en a qui, je l'ai vu dans les informations, il y en a qui l'ont demandé. Après, vous ne pouvez pas les obliger, je crois que vous pouvez leur demander. Vous devez vous assurer quand même que le personnel qui est en place chez vous respecte toutes les procédures d'hygiène, lavage des mains, masque, tout ça, c'est quand même leur rôle. Hein, et puis que vous leur mettiez à disposition les lingettes, tout ce qui est désinfectant, les mouchoirs et tout l'équipement, c'est à vous de le fournir. Quoi. En tant qu'employé, ne demandez pas à vos salariés de venir avec tout l'équipement. Hein, voilà, c'est quand même à vous de le fournir. Donc, un vestiaire qui est aussi dédié et surtout prendre du temps pour la formation à ça. C'est-à-dire que, mine de rien, prendre un masque, faire un ménage de telle manière, tout ça, ça s'apprend. Et même si ça prend pas trop longtemps, mais faire une formation et s'assurer que la personne a bien intégré totalement tous les gestes qu'il faut faire. Donc, si le personnel est malade, bien sûr, il reste chez lui. Quoi. Voilà. Donc, vous avez quelques liens intéressants qu'on vous a mis à disposition justement pour poursuivre à ce niveau-là. Très bien. Alors là, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on vous a dit, clairement, nous, on est là pour vendre du rêve. Et là, tout d'un coup, c'est pas les vacances qu'on avait prévues. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif majeur, c'est d'aider à la compensation de ce qu'on appelle la détérioration du service initial. Ça veut dire qu'en vous, en tant que professionnel, on va vous conseiller effectivement de regarder comment fluidifier l'expérience, d'accord? Donc essayer effectivement que ça se passe dans le meilleur du monde. Et comment créer de la valeur, parce que je vous rappelle aussi que vous avez un modèle économique, d'accord? Et voir si on peut profiter de cette situation pour mutualiser certains services. Alors par exemple, on prend le cas, notre job en tant que professionnel du tourisme, c'est de conseiller et d'accompagner. Donc déjà, ce qui peut être intéressant, c'est vous, par rapport à votre clientèle, c'est d'orienter sur des prestations de loisirs par rapport à des centrales de réservation. L'objectif, c'est qu'ils puissent réserver le plus possible donc les activités de pleine nature, si c'est le cas, via des plateformes sans devoir payer directement juste avant la consommation de ce produit. Donc, réservation en ligne. Également, la mutualisation des services. Donc, par exemple, il n'y aurait pas moyen de voir sur certaines structures de faire des petits déjeuners, des repas, des circuits, des transports, mais en même mutualisé, vous voyez. Par exemple, on prend le cas de personnes âgées, peut-être de leur proposer en service supplémentaire, bien sûr, des repas ou des services adaptés.
D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Également, on peut voir de recourir à des services extérieurs, de type des conciergeries, etc. Donc, ce qui va être intéressant, c'est quoi? Ça permet notamment de transférer la responsabilité sanitaire à un tiers. D'accord? Donc ça peut être toujours intéressant. Autre point aussi, vous qui connaissez le mieux votre destination, c'est de dire à vos clients, vous savez là, n'y allez pas à 14 heures parce qu'il va y avoir du monde. Donc ça veut dire que la densité fera que vous allez devoir attendre, ou pire, ça ne sera pas possible de visiter. D'accord? Donc orienter, il n'y a que vous qui connaissez le mieux votre territoire, et ça permet de limiter le risque et, entre guillemets, de sublimer l'expérience, si je me permets de m'exprimer ainsi. Dernier point, c'est également d'orienter sur des applications et des produits des services locaux. Par exemple, si vous êtes un gîte, par exemple, eh ben, donnez l'information à vos clients, disant vous avez un drive qui est à tel endroit. D'accord? Donc ça permet aussi de faire en sorte que la pilule passe un peu mieux. D'accord? Alors ça peut être des drives, ça peut être des applications, etc., etc. Et aussi, il ne faut pas hésiter aussi à les orienter sur des plateformes de circuit court, de producteurs, de commerçants locaux, hein, notamment par rapport à toutes les initiatives qu'il y a eu dans d'autres destinations et dans la nôtre aussi. Bref, vous avez compris. L'objectif, c'est quoi? C'est d'externaliser ces services pour essayer de maximaliser vos revenus. Par contre, il y a un point important, c'est que vous devez veiller, si vous faites appel à des prestataires extérieurs, qui respectent eux-mêmes le protocole d'hygiène et tout ce que l'on vient de dire à l'instant. Sinon, ça veut dire que derrière, ça va casser cette dynamique. Alors, voici quelques exemples que l'on peut voir. On a le cas, par exemple, de l'hôtel Cerise, qui tout simplement a mis sur sa page recours à des services de conciergerie ou de services extérieurs, des repas en chambre, des petits déjeuners en chambre, des plats livrés par des partenaires restaurateurs. Bref, faites en sorte aussi d'apporter des garanties sur l'hygiène de vos prestataires. C'est la base. Hein. Alors, face à tout ça, Benoît, nos auditeurs ils doivent se dire, mais là, toute l'information qu'ils me donnent, là, je commence par quoi? Alors, on va commencer simplement, et là, je vais répondre notamment à Gilles, voilà, qui nous dit oui. Alors, premier point déjà, vous en tant que professionnel, il faut savoir que on vous recommande de la consultation des guides et des protocoles. Alors, la plupart, en tout cas, de la souche de ces guides et protocoles sont basés principalement sur le premier ministère, qui est le plus important, le ministère du Travail, où là, effectivement, on a plutôt des informations au niveau des salariés. Mais on a aussi le ministère des Sports, d'accord, sur tout ce qui est la partie client, ce qui est ici. Mais aussi, vous avez Atout France, d'accord, qui vous permet de donner des informations sur des guides et des protocoles. Alors, quand on regarde ça, on se rend compte une chose, c'est que si on se permet de reprendre une citation de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il dit très simplement, l'activité doit redémarrer dans des conditions de sécurité et sanitaire totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, toutes les entreprises du tourisme qui ne respecteront pas les protocoles sanitaires à leur réouverture, qui seront validés, c'est bien indiqué, par le ministère du Travail et de la Santé, seront couvertes et ne verront pas, et c'est ça qui va être important, leur responsabilité pénale engagée en cas de contamination d'un salarié ou d'un client. Alors après, on ne veut pas rentrer dans les polémiques avec Benoît, mais comment on peut savoir que le client a contracté le virus chez nous? Et globalement, voilà en fait ce que dit notre ministre. Alors, bien sûr, on va pas du tout on va pas rentrer dans les points de détail, parce que je pense qu'il y en a qui doivent se dire, mais c'est pas possible là. Voilà, simplement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les décrets du journal officiel, d'accord, qui est vraiment en fait la base de l'information. Alors, par exemple, vous avez l'édition du 11 mai qui a été revisitée, d'accord. Donc là, notamment, on a vu l'article 8, d'accord. On a essayé de vous mettre, d'accord. C'est, vous voyez, par exemple, établissement de type Y, l'établissement de type Z, on ne sait pas ce que c'est. Globalement, il vous donne les points, d'accord, dans quelle catégorie vous rangez, d'accord. Donc, si vous voulez vous amuser, si vous voulez cliquer, vous avez en fait l'ensemble des textes. Benoît, on va passer cette slide qui est quand même assez imbitable. Ce qui est important, c'est ça, dans cet article. Vous voyez qu'on a passé beaucoup de temps avec Benoît à essayer de comprendre cette espèce de langage très complexe. Globalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que le ministère du Travail, en tout cas, donne des informations, des protocoles à respecter. Vous voyez, attention, parce que le reste pénal peut être engagé. Mais globalement, on voit, et c'est surligné, c'est que globalement, toutefois, le préfet de département, après avis du maire, peut en décider autrement.
Donc globalement, je tendance à dire, pour la ouverture et ouverture ou les protocoles, il faut pas aussi, il faut voir qu'il y a des protocoles des ministères, mais globalement, qu'est-ce qui prévaut? C'est effectivement l'avis du préfet ou de la mairie. D'accord? Voilà. Passe Bon, on l'a vu avec les plages, on l'a vu aussi, je crois, à Perpignan, où le préfet, bon, là, c'est le professionnel qui a arrêté tout de suite son activité, là, c'était le restaurant dans les Halles, où il maîtrisait plus les gestes, mais on voit en fait qu'aujourd'hui, ça peut avoir un impact direct sur l'ouverture et la fermeture. Voilà. Alors, c'est pareil. Donc là, ici, globalement, là, par exemple, on voit que sur, c'est un peu compliqué sur les bases de canoë de l'Ardèche, d'accord? Globalement, voilà, l'article 25, le pouvoir, il donne tout pouvoir au maire et au préfet, d'accord? On ne rentre pas trop dans le détail, c'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? On va vous conseiller une chose relativement simple, d'accord? C'est que vous disposez en fait de fiches conseils métiers et des guides pour les salariés et les employeurs. Donc là, ici, par exemple, vous voyez, par rapport du comité interministériel du tourisme, mais aussi au niveau du ministère du Travail. Globalement, et là, je réponds à une des questions de Gilles de Leroutier, on regarde sa filière, d'accord? On regarde sa fédération, on regarde ce qui est mis sur les regroupements, d'accord? Eux, ils ont, entre guillemets, digéré tout ce qu'on vient de vous montrer, d'accord? Et ils ont fait en sorte de simplifier les protocoles et surtout de les adapter à votre territoire et à votre secteur d'activité, d'accord? Alors, par exemple, on va passer très vite, Benoît, et vas-y, si tu me permets, sur notre slide. Là, par exemple, vous voyez, on a le cas donc du guide sanitaire de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc, je vous encourage à aller voir ce lien-là. Et là, vous avez plein de fiches, vous voyez? Donc, c'est des fiches, en fait, des guides sanitaires. Et globalement, regardez ce que ça donne quand on clique sur une des fiches. Vas-y, Benoît. On accède, entre guillemets, à des espèces d'infographies qui vous permet, vous voyez, voilà, par rapport à des plans de table. Je pense qu'on avait une question peut-être de Karine ou de Yann Cossel. Ben là, par exemple, on a effectivement les règles, d'accord, qui sont édictées. D'accord, donc ça peut être intéressant. Autre point également que l'on peut voir, on dispose de plein de fiches, vous voyez, bar, restaurant, espace forme fitness, bowling, activité indoor. Donc c'est des fiches qui sont, vous voyez, on essaye de travailler la séduction, ça permet d'édulcorer le journal officiel, c'est ce que je veux dire. Et notamment, le ministère des Sports a mis en place, vous regarderez, des guides en relation pour la reprise sportive, pour les équipements sportifs terrestres sport haut, les espaces de baignade, etc., etc. Voilà, donc vous avez tout, pas tout, mais en tout cas, ça vous permet en tout cas d'avoir une guideline, d'accord, une espèce de guide, d'accord. Et là, par exemple, vous voyez à l'écran, on dispose donc des fiches, on vous a mis le sport automobile, le cyclisme, le canoë, tout ce qui a trait au monde du tourisme, d'accord. Donc, globalement, ce qui va être intéressant, c'est effectivement par rapport à ces fiches. Vas-y, Benoît, ici, on accède, voilà, par exemple, on a le cas du canoë-kayak, et ben il y a la Fédération française de canoë-kayak qui a émis un kit sanitaire, vous voyez, un peu plus, entre guillemets, compréhensible par les personnes qui pratiquent ou qui sont en tout cas propriétaires d'un établissement de ce genre. Mais ça peut être aussi, c'est pas négligeable, là par exemple, dans le cas du canoë-kayak, encore une fois, eh ben, des protocoles permettant de véhiculer des personnes qui débarquent avec leur canoë, mine de rien, voilà, il y a des gestions de flux à avoir par rapport à l'entrée dans le véhicule, par la sortie par l'arrière, l'entrée par l'avant, de condamner tel siège, etc., etc. Vous voyez, donc là, vous voyez, c'est emprunté à Héros Transport, et donc derrière, les fédérations, en fait, les fédérations de groupements essayent de d'édulcorer, en tout cas, de faire un mix, et vous donnent, en fait, des guides un peu plus simplifiés. Voilà, ici. Alors, la bonne nouvelle, attention, je relativise dans mes mots, c'est que là, par exemple, on a le cas de l'assurance maladie qui propose, dans certaines mesures, bien évidemment, de prendre en charge, de financer certains équipements de protection. Alors, vous ne roulez pas trop vite sur ce formulaire, mais vous cliquez sur le lien, vous avez un formulaire à remplir, et dans certaines situations, en fait, il peut y avoir effectivement une prise en charge. Et ça, je vous laisserai découvrir si vous rentrez dans ce dispositif d'aide. Très bien. Benoît, je vais te relaisser la parole sur la réflexion du parcours client. Alors, une fois que vous avez posé tout ça, la question qui se pose, c'est de dire, bon, est-ce que je suis OK, ça marche, tout ça, comment je fais moi dans mon établissement?
établissement? C'est ça la question. Donc, je pense qu'il faut vraiment partir, on l'a dit, par ces fiches-là, mais de réfléchir aussi par vous-même dans une logique d'un parcours client. Alors, le parcours client, il a une particularité, c'est qu'il identifie des points de contact. Et des points de contact, on va le voir dans l'établissement. C'est d'une certaine manière un environnement physique immobile, c'est-à-dire des lieux, une pièce, une chambre, un salon, un espace, une piscine, une terrasse, tout ça, intérieur, extérieur. Vous avez un support physique qui est mobile, c'est-à-dire des meubles, des chaises, des tables, de la vaisselle, des bibelots, de la documentation, ce genre de choses. Et vous avez un client d'un côté, vous avez un salarié de l'autre qui, aujourd'hui, dans cet espace-là, sont en interrelation via justement le support physique pour faire une action. Alors, une action, par exemple, de réservation, d'accueil, de recommandations, de pédagogie, par exemple, comment manier une pagaie, ce genre de choses-là. Et l'idée, c'est de décortiquer un petit peu à chaque fois cette approche-là et de voir ce que vous pouvez faire, vous, de manière, entre guillemets, autonome. Regardez ce que proposent justement les protocoles qui sont déjà posés pour arriver à mettre en place une procédure adaptée qui identifie bien dans chaque situation le risque et les mesures que vous pouvez prendre pour élaborer en fait une procédure adaptée. Alors, globalement, on va le voir ici. Là, c'est un parcours client qui a été fait sur une base en fait d'un gîte. Donc, on arrive, j'arrive sur le parking. Finalement, après, on est accueilli dans le garage. Après, on va aller visiter le gîte. Et puis, on va, à un moment donné, être directement sur un accès pique-nique, potentiellement. Voilà. À chaque fois, il y a des risques. On peut prendre des mesures justement pour gérer ces risques et ces mesures, elles sont inscrites dans une procédure. Et c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez travailler en cohérence en fait pour éviter justement tous ces risques de manière optimale. Alors, ce qu'on vous conseille, nous, c'est de diviser votre parcours client en plusieurs étapes parce que si vous faites tout d'un coup, là, ça va être, vous essayez d'en avoir beaucoup à travailler, mais il y a un processus d'accueil, par exemple, il y a un processus, une fois que la personne est en place, en séjour. Alors, c'est certain que si c'est un prestataire de canoë-kayak, c'est pas un séjour, c'est juste une prestation, hein, c'est pareil, ça se traite de la même manière. Après, il y a un départ. Après, il peut y avoir des faits exceptionnels. Alors, les faits exceptionnels, c'est très simple, c'est un instrument tombe en panne, vous avez un dépanneur qui doit arriver, qu'est-ce qui se passe? Comment vous le prenez? D'accord, vous avez un plombier qui doit venir réparer quelque chose, comment vous faites? Voilà, ce genre de choses-là, et tous les processus alternatifs. Donc, essayez de se mettre à la place du client et de regarder si dans votre établissement, tout ce qui peut se passer, donc passer un peu en revue aussi votre historique, vos souvenirs, et voir si justement par rapport à ça, il y a des moyens d'identifier tous les points. À la fin, on va se retrouver sur un descriptif. Là, je vous ai mis l'exemple d'une procédure, donc une nouvelle procédure. Par exemple, on va faire un focus sur le client. Le client, lui, il est dans le garage, là, c'est dans le cas de l'accueil. Il sonne, affichage des consignes devant la porte. Donc, ça, il faut réfléchir avec des consignes devant la porte. La personne A s'avance jusqu'à un marquage bleu au sol. Voilà, ça va dérouler. Ça veut dire qu'en fait, on se met sur que va faire le client et qu'est-ce que vous allez faire au niveau signalétique, aménagement, tout ça pour qu'il soit dans les bonnes conditions pour le faire. Et puis après, on aura un focus plutôt sur le salarié. Qu'est-ce qu'il fait, lui, justement, quand il est dans cette situation, avec les points de vigilance que vous pouvez mettre en avant. Les enfants, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand il fait mauvais temps et qu'on a dit aux personnes qu'il fallait qu'ils restent dehors? Moi, je l'ai vécu, par exemple, avec la Poste, qui a mis un processus où j'ai fait 1h30 de queue pour aller récupérer un recommandé. Et il pleuvait, il faisait du vent pratiquement, j'en ai un très mauvais souvenir. Voilà. Donc ça, vous le faites à la Poste, c'est une chose, vous le faites dans une prestation touristique, ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir justement, est-ce que le dossier est déjà préparé, tout ce genre de choses-là. Donc c'est un point, je sais qu'il y en a pas mal aujourd'hui qui ont travaillé avec ce type d'approche et qui leur permettent d'adapter véritablement tous ces gestes barrières, toutes ces procédures à la réalité du processus touristique qu'ils mettent en place dans leur établissement. Alors, ça passe bien sûr par vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur les zones, l'identification des zones, un plan, il faut travailler sur plan, c'est ce qu'il y a quand même de mieux.
avec les zones délimitées, les flux, comment, par où ça passe, par où ça sort. Jouer sur les couleurs aussi, justement, parce que là, ça fait son effet un petit peu, justement, les zones interdites en rouge, ça marche bien. Et puis, donc, en intégrant directement les procédures dans les documents de communication pour le grand public, et ça par rapport à ce qu'il a à faire, lui, en tant que client. Mais pour les salariés, c'est peut-être sur la fiche de poste, tout ça, voire dans le DUR. Donc, ce genre de démarche-là, quand vous l'avez faite en fait, par rapport au client, là j'ai un écho. Vous pouvez le refaire aussi avec vos employés directement, c'est-à-dire que essayez de regarder un parcours d'un employé quand il arrive dans votre établissement et quand il en ressort. Vous pouvez le faire aussi avec un parcours fournisseur, tout simplement. C'est-à-dire que de bien définir quand ils viennent livrer, ce genre de choses, où ils passent justement pour éviter tout. Là, je vous conseille vraiment de tester avant l'arrivée de vos clients. Alors bon, là maintenant, il y en a pour beaucoup, ils sont ouverts et c'est déjà testé, mais c'était vraiment de tester et puis surtout d'adapter. C'est-à-dire que même maintenant, il ne faut pas hésiter de dire ça se fera naturellement, je pense, mais avec un bon état d'esprit et une certaine clairvoyance, de réajuster tout ce qui a été mis en place, quoi. En tout cas, ce qu'on voit, vous voyez, la procédure que je vous ai montrée là, c'est une procédure réelle, mais elle a été, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était assez stupide de la garder comme ça et qu'il valait mieux changer complètement, faire supprimer cette procédure et de changer le parcours client, en fait, en supprimant tout simplement ce type d'accueil et de faire l'accueil directement dans le logement, qui était plus simple. Donc, mais il n'empêche que si on n'avait pas posé tout ça et qu'on ne s'était pas rendu compte que c'était compliqué, que ça mettait des risques, ça mettait des personnes en difficulté, tout ça, ben finalement, on n'aurait peut-être pas fait la chose comme ça. Voilà. Donc, faire signer aussi vos salariés et essayer de les former justement à ces nouvelles procédures. Petit focus, Arnaud, je te relaisse la place sur la communication. Je reprends la main ici. Très bien, alors, par rapport à ce qu'on a pu voir là, donc comment communiquer? Parce que l'objectif, c'est effectivement, quand on a mis en place tous ces protocoles, de voir comment on va réussir à donner ce message à nos futurs clients. Alors, on va minorer en fait cette partie-là parce qu'il y a un webinaire qui est vraiment dédié à ça, donc on va vous donner vraiment les éléments essentiels. Donc, en ce qui concerne la partie cible, donc on a vu salarié. Je vais prendre la main 2 secondes là, sur les deux qui viennent, parce que ça va aller vite comme ça, si tu veux, Arnaud, et je te refile la main après. Tu es d'accord? Vas-y. Ouais, juste, en fait, là, on vous a vraiment mis un tableau un peu de com pour vous y retrouver. Quelles sont vos cibles, les salariés, les clients et partenaires? Quel objectif avoir auprès d'eux? On va développer justement sur le webinaire qui sera dédié à ça. Quel support, quelle période? Il faut y rajouter les messages, ainsi de suite. Donc, on va très vite là-dessus par rapport on a pris déjà beaucoup de temps. Mais juste, par contre, bien comprendre une chose. Ça, cette slide, elle est très importante. C'est vraiment là où se situe un des enjeux majeurs. C'est-à-dire que l'expérience Covid aujourd'hui et les contraintes sanitaires, c'est plutôt générateur d'émotions négatives. Or, en fait, l'expérience touristique à la base, si les gens se déplacent et viennent chez vous, ils viennent vivre une expérience touristique ou de loisirs positive. Donc, il y a une vraie lutte entre les deux. C'est que il faut vraiment arriver dans la communication. Et il y en a qui le font très, très bien. C'est pour ça que je vous invite à regarder quand on fera ce séminaire-là, d'exposer les contraintes sanitaires tout en valorisant d'un côté l'expérience touristique et donner un sentiment global positif, même si c'est pas toujours gagné, quoi. Voilà. Très bien. Je te laisse la main. Ok, très bien. Alors, sur la partie terrain, parce que l'objectif, c'est principalement de vous donner des conseils, mais de voir si on a des exemples terrain. Alors, par rapport à ce qui a été dit, vous avez compris, l'adage, c'est dire ce que l'on fait et surtout faire ce que l'on dit. D'accord? C'est un peu la base. Donc ici, par exemple, vous voyez à l'écran, là, c'est un gîte, d'accord, qui envoie un mail à ses clients et tout simplement, en fait, il communique, en fait, le règlement intérieur. Donc, il dit, voilà, quand vous arrivez sur l'établissement, et faire ça, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut être intéressant, et là, c'est pour ça qu'on l'a mis en évidence, c'est que ce socio-professionnel, il a été dans l'agilité. Il a travaillé sur les manuels qualité à droite et à gauche, d'accord? Et on l'a mis en exemple parce qu'il a été un des premiers à le faire. En tout cas, c'est vrai que ça fait quasiment 3 semaines. Donc lui, qu'est-ce qu'il a mis? Il a communiqué sur les mesures de prévention prises au sein de son établissement,
sur la base des recommandations officielles, d'accord, et il a détaillé après le départ des locataires précédents, à votre arrivée, pendant le séjour, etc. Et pour ça, il s'est largement inspiré des consignes de nettoyage de Airbnb. Vas-y, passe sur l'autre slide, ici. Et ensuite, il s'est pas arrêté là. Il a dédié en fait une page sur son site internet. Et vous voyez, hein, nos actions de prévention en place. Et pareil, avant, pendant, etc. Bilan, on l'a eu au téléphone il y a pas si longtemps que ça. Et ces réservations donc augmentent, d'accord. Je dis pas que c'est la panacée, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et ça vous le verrez dans le webinaire de communication, plus vous mettez en évidence en communication les protocoles sanitaires, et plus vous allez avoir un avantage concurrentiel par rapport en fait à d'autres personnes, d'autres structures qui n'ont pas spécialement mis ça en place. Également, un autre exemple, on est à Saint-Rémy-de-Provence, là, la maison de Lille, qui, elle, par exemple, elle a essayé de remonter, c'est qu'à le dire, d'accord, de jouer avec les avis de clients par rapport justement au fait que l'établissement respectait l'aspect sanitaire. Ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a plutôt mis en évidence les avis liés à la propreté de son gîte, d'accord, et elle a fait en sorte de les remonter entre guillemets en mode testimonial sur son site, etc. Donc ça peut être intéressant aussi parce que vous pouvez également appuyer fortement sur votre clientèle. On vous dit qu'il faut mettre en place, être proactif pour recevoir des avis. Mais dans ce cas-là, peut-être que ça vaut le coup de jouer un peu plus avec vos clients en disant, bah, vous avez pensé à quoi au niveau des protocoles sanitaires. Moi, par exemple, le week-end dernier, j'ai fait le vélo-rail du Larzac, d'accord. Donc voilà, donc c'était un peu une grande première, c'était un peu le premier week-end. Et ben globalement, c'est vrai que il avait mis en place plein de lavabos, etc., etc. Donc bien, bah oui, j'ai mis un commentaire en vantant justement l'aspect sanitaire, en disant en tant que chef de famille, je recommandais fortement à d'autres familles d'y aller, vu qu'effectivement tout était respecté. Bah vous voyez, c'est donc effectivement cet avis qui a été déposé sur le vélo-rail du Larzac. Donc vous voyez, sur Google My Business, ici. Dernier point peut-être, donc voilà. Donc après aussi, bien sûr, le communiquer sur vos réseaux sociaux, d'accord. Faut faire en sorte pour que ça se sache au plus grand nombre, hein, d'accord. Donc voilà. Donc là, un exemple de post très intéressant en mode infographie. Et ensuite, Benoît, tu peux poursuivre ici. Bah voilà, écoute, on a donc terminé cette partie. Alors la communication, encore une fois. On a beaucoup de choses à vous dire, mais on vous encourage. Les prochaines dates, je crois, sont prévues et on va traiter bien largement, en tout cas, de comment communiquer par rapport à cette crise sanitaire. Mon Benoît, je crois qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais en tout cas, on vous remercie en tout cas de votre attention. On espère en tout cas que ça vous a donné des pistes concrètes. Donc voilà, et puis voilà, faut pas hésiter en tout cas à nous poser des questions. Hein, on tâchera, voilà. Donc Gilles nous donnera a priori des informations supplémentaires et des nouvelles informations sur les protocoles. Voilà ici. Benoît, je te laisse le mot de l'écran. Justement, dire que Gilles, c'est le référent quand même activité pleine nature, aérotourisme, qui est vraiment en lien. Donc, je ne connais pas celui du Gard, mais donc qui peut vraiment vous donner beaucoup d'informations à ce niveau-là, qui suit le dossier de près. Donc, c'est vrai que vous pouvez vous adresser, je pense, à lui au niveau des aérotourisme. Voilà. Après, ce que je voulais dire, oui, peut-être pour conclure, c'est que il est certain qu'aujourd'hui, là, on vient de faire 1 heure 3/4 dessus. On a l'impression à chaque fois que ça évolue très vite. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. On est plutôt dans une tendance plutôt où on espère en fait que peut-être que le risque sanitaire, enfin de l'approche sanitaire, prendra de moins en moins d'importance. Hein, donc peut-être ce qu'on a fait là, ça ne sert peut-être pas à grand chose pour les mois à venir. Moi, je croise les doigts pour que ça soit ça, quoi. On revienne en fait à un tourisme d'avant un petit peu. Alors peut-être certains ne veulent pas qu'il soit exactement comme celui d'avant et qui sera peut-être un peu plus évolué, mais qu'on essaye vraiment de basculer vers encore des usages beaucoup plus libérés et moins contraints au niveau du tourisme. Donc, croisons les doigts pour que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, suivez de près l'actualité parce qu'à chaque fois, ça impacte directement la gestion de votre établissement. Et au-delà des contraintes réglementaires, dernier point que je voudrais dire,
Parce que souvent, en fait, on a des retours, nous, des professionnels, tout ça, des directeurs d'office qui nous disent oui, mais les contraintes, les gens voient ça comme une contrainte de droit, mais au-delà, c'est surtout une contrainte commerciale. Parce que si vous ouvrez et que vous n'avez pas de clients, ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est aussi parce que les clients vont être en confiance que demain, ils reviennent dans les établissements et qu'ils vont consommer et vous faire vivre. Voilà. Alors, Benoît, on va profiter là, peut-être, Aurore, si tu veux revenir nous rejoindre, peut-être si tu passes sur les prochains slides. Ici, vous avez en fait la possibilité, Aurore, je vais pas me substituer à toi, peut-être de retrouver tout le programme, hein, donc, notamment, je te laisse la main peut-être pour représenter voilà. Oui, alors avant de présenter les futurs dispositifs, j'ai écouté quand même la très belle conférence. Il y avait beaucoup de produits à acheter pour les mesures sanitaires, ainsi de suite. Il ne faut pas oublier aussi que la CARSAT et la région ont mis en place des dispositifs pour aider les entreprises à financer ces produits. Donc, des fois, ça peut faire très, très peur à dire « Mon Dieu, j'ai beaucoup à investir », mais sachez aujourd'hui que soit la CARSAT, soit la région Occitanie vous aident à financer l'achat de tout ce matériel. Pour finir, donc, on peut retrouver donc déjà toutes les webinaires qui ont déjà eu lieu sur nos replays, que ce soit autant sur les sites internet de la CCI Gare et Hérault, mais également pour la DRT Gare et Hérault. Et on retrouvera aussi tout le programme des ateliers à venir. Ah. Donc là, le prochain atelier, voilà. Oui. Voilà, le prochain atelier, donc c'est le 12 juin, c'est l'organisation et le mode de travail et tout ce qui est responsabilité. Donc c'est le 12 juin à 10h30. Et les prochaines dates sont en cours de validation. Très bien. Ben, écoutez, merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et surtout, bon courage. Prenez soin de vous et merci en tout cas pour les retours que l'on a. Voilà. Prenez soin de vous. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.